Mais vous savez, il ne faut pas parler théoriquement des films. Il faut les faire, il faut les montrer, c'est tout. À mesure que les femmes se familiarisent avec la technique et la possèdent naturellement, on change aussi le cinéma. Moi, j'aime bien dire aux acteurs que j'entends le bruit de leurs pensées, comme si c'était des cric-crac de mécanique. Oui, je crois que de toute façon, il est difficile à notre époque de ne pas être influencé par le cinéma. Bonjour à tous et bienvenue dans Cinésphère, l'émission qui réunit les copains autour du cinéma. Bonjour à tous, je suis super content de vous retrouver. En plus, nous sommes beaucoup aujourd'hui puisque nous sommes en compagnie de Guillaume, de Jérémy, de Thomas, de Benjamin et de Cassandre. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Donc ça fait vraiment plaisir d'être aussi nombreux autour de ce podcast. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous poser une petite question. Savoir quel film un peu décrié ou pas aimé vous adorez, vous, et que vous êtes un peu à contre-courant par rapport à ça. Guillaume, dis-moi. Alors ce serait pas un film, mais plutôt une série de films. Et je pense que il y a peut-être quelques-uns d'entre vous qui le savaient déjà. Hein. Mais c'est Fast and Furious. Je suis un grand fan de la saga Fast and Furious. Je trouve ces films incroyables. Et c'est vraiment les films considérés comme beaufs de première, des films médiocres et tout. Et pourtant, Dieu sait qu'ils sont excellents. Alors peut-être pas les 2-3 derniers, mais vraiment, il y en a énormément. Du premier, je pense, jusqu'au 8, qui sont vraiment super, chacun à leur manière. Bon, il y en a qui sont un peu mieux que d'autres, mais en tout cas, ouais, c'est une saga que j'adore, et je trouve qu'il est vraiment en fait sous-coté même d'un point de vue cinématographique, parce que je la compare un peu à Mission Impossible. C'est vraiment genre la constante recherche du film, du blockbuster un peu d'action, je trouve. Et avec des bêtes de cascade, un budget de fou et vraiment des super bonnes idées en fait, de mise en scène, de cascade, de tous ces trucs là. Et puis forcément avec des voitures, donc c'est encore plus spectaculaire. Et je trouve que elle est beaucoup trop sous-cotée. Et beaucoup de gens aiment taper dessus en disant ouais, c'est un truc de beauf avec des valeurs de merde et tout. Et je trouve qu'il y a quand même beaucoup de bonnes choses à garder dans ces films. Et voilà, donc pour moi c'était un peu une évidence de parler de Fast and Furious, parce que je sais pas si vous êtes proche un peu de la saga ou pas du tout, mais ce sont vraiment de très bons films avec de très bonnes cascades, de très bons acteurs, des personnages attachants, et surtout réalisés parfois par de grands réalisateurs, hein, comme James Wan, qui a quand même fait le 7 et je crois le 5 si je dis pas de bêtises, et voilà, du coup ouais, je suis un grand défenseur de Fast and Furious et je défendrai cette saga encore longtemps, même si les derniers... Il y en a ici qui n'aiment pas la saga Fast and Furious, qui en ont vu quelques-uns et qui n'aiment pas trop, qui ne rentrent pas dans le délire du tout. Non, j'ai vu tous les Moi, je me suis fait la saga récemment, il n'y a que le 10 que j'ai pas encore vu. Et alors, moi, c'est les 3 premiers que j'aime bien, parce que voilà, c'est ceux avec lesquels j'ai grandi. Après, ouais, j'ai beaucoup moins accroché sur la suite. Je crois qu'il y en a un que j'ai aimé, mais justement, c'est un réalisateur un peu particulier, qui était un peu connu aussi. Et celui-là, pour le coup, je trouvais qu'il relevait un peu le niveau. Je sais plus le combien c'est, peut-être c'était le 7. Mais après, sinon, ouais, j'ai pas trop accroché. Je suis un peu emmerdé, quoi. Et toi, Thomas ? Ouais, moi j'ai juste vu les 2 premiers et un peut-être 6ème, 7ème, je sais plus, au cinéma un peu plus tard. Mais il faudrait que je le revoie du coup, parce que les 2 premiers je les ai vus il y a longtemps, quoi. Justement, leur sortie quasiment. Donc j'en ai un mauvais souvenir. Pour moi, le premier, j'ai juste le souvenir, tout le film, t'arrêtes pas de dire ah yo man. J'ai juste ce souvenir là en fait, ça m'a saoulé en fait. J'ai très envie de voir cette saga. Mais du coup, comme on en a parlé de Guillaume, du coup je me dis ouais, faudrait quand même que je m'y penche dessus. Ce serait jamais pris le temps vraiment il est fort ce Guillaume pour donner envie de regarder des trucs que personne n'aime. Wow, et toi, Cassandre, merci, tu avais l'air de Mickaël. vouloir dire quelque chose ? Non, juste que j'ai vu les 4 premiers, que j'avais trouvé ça sympa, mais j'ai pas eu forcément le courage ou l'idée d'aller regarder les suivants. Moi, j'en ai vu aucun, parce que justement, je suis toujours parti avec ces a priori de gros films de bourrin avec des bagnoles, et ça a l'air débilos à souhait, quoi. Moi, je les aime bien, et justement, c'est parce que c'est des films de bourrin, mais qui C'est ça. sont bien faits, en fait. C'est ça le truc. Mais oui. Alors, je suis vraiment moins fan des 3 derniers, là, le 10 que j'ai vu au cinéma. Le 9, c'est une catastrophe. 10, ouais, c'est... Ouais. Le 9, je crois que le dernier, c'est vraiment le pire, je trouve. Hein, mais,
Le 8 encore ça va, mais sinon c'est vraiment jusqu'à la mort de Paul Walker en fait. Moi je trouve que le 8 est c'est pas excellent. forcément- J'avais très très peur après la mort de Paul Walker, parce que Paul Walker il est mort à la fin du 7. Et donc le 7 c'était un peu, c'est la musique de Wiz Khalifa là, When I See You Again là, vous voyez. Et le 8, moi j'avais très très peur. Je suis allé le voir, je me disais ça va être une catastrophe, et je l'ai trouvé incroyable. Il est vraiment super le 8. Par contre le 9 c'est une catastrophe. Je viens de pour moi, c'est vérifier, pire. du coup oui c'est le 7 de James Wan que j'avais bien aimé. Ouais, ok. Bah, il est vraiment bien. Mais le 5 aussi est excellent, je trouve. Du 4 au 6 c'est Justin Lin. Et du coup, Ouais, ceux-là, Justin les ai Lin, pas je crois qu'il en a fait quelques-uns de Justin Lin aussi. Ah oui, il avait fait Tokyo Drift aussi déjà. Et Tokyo Drift aussi, excellent. Lui, c'est vraiment, il a. Ouais. Enfin, pour moi, c'est un peu je sais pas, un classique, un peu du cinéma Tokyo Drift. C'est vraiment devenu une référence de ouf, je trouve. Et il est trop bien, les musiques sont trop bien, et puis il y a Lil Bowo en plus dedans, donc raison de plus pour aimer ce film. Donc bah, voilà, c'était ma petite. Bienvenue dans Cinesphère, l'émission qui réunit les copains autour de Fast and Furious. Et voilà, Vous c'est avez aimé parti. ce podcast. Du coup, on va continuer avec ça. Cassandre, dis-moi. Alors, moi j'avais mis 3 films comme ça, ne sachant pas lesquels avaient vraiment eu si peu de succès que ça. Mais il y avait Final Fantasy, les créatures de l'esprit, qui a fait un bid de ce que j'ai compris. Le Dune de David Lynch, où c'est plutôt même unanime en termes d'entourage, hein, c'est-à-dire la désappréciation de ce film. Et après, Matrix 3 aussi, j'ai vu qu'il avait fait un flop, que les gens en revenaient assez déçus, même plus que le 2, ce qui m'a étonné. Mais voilà, moi j'adore le 3. Et voilà, je suis d'accord avec toi pour Matrix et pour Final Fantasy, les créatures de l'esprit. Par contre, c'est vrai que je suis pas d'accord avec toi pour Dune. Je l'ai enfin vu il y a vraiment pas longtemps, celui de David Lynch. Mais alors, je l'ai plus vu pour David Lynch que pour Dune, parce que le même Dune de Denis Villeneuve, j'aime bien, mais je suis pas à fond dedans. Donc, je suis pas ultra à fond sur l'univers de Dune. Par contre, j'adore David Lynch, et même en tant que film de David Lynch, il fait ouais. Alors, on retrouve de son cinéma. Hein, je trouve que le gars, je trouve qu'il a un peu abusé à dire même lui-même, tu sais, il n'aime pas ce film, quoi. Il l'a rejeté complètement. Ouais, Et je trouve que c'est dommage de ne pas l'assumer, parce que je trouve que ça se ressent vraiment, le David Lynch, le côté qui prend son temps, le côté un peu psychédélique déjà de l'univers qui lui va parfaitement bien. Enfin, je trouve qu'il l'a rejeté pour pas grand-chose. Mais après, bon, je trouve que le film est pas ouf, quoi. Heureusement qu'il y a Kyle MacLachlan, parce que j'aime bien son charisme, ce mec. Mais et puis il fallait que je place son nom parce que j'adore le prononcer. Mais... C'est son nom surtout que t'aimes bien, je crois. C'est-à-dire que ce film, moi de mon côté, je l'ai découvert très jeune, donc déjà ça empêche une certaine part d'objectivité supplémentaire. Donc c'était vraiment un coup de cœur d'enfance à cette époque où les choses kitsch ou les visuels un peu vieillots nous heurtent beaucoup moins qu'à l'âge adulte, avec l'expérience cinématographique après qui s'enrichit. Donc je ne sais pas comment je verrai ce film aujourd'hui, mais l'ayant découvert jeune, j'avoue que moi pour ma part ça a été un sacré coup de cœur. Et déjà parce que je trouve qu'il décrit vraiment un monde de science-fiction avec un esthétisme très particulier, avec quelque chose de très dérangeant qui d'ailleurs n'est pas dans les bouquins, est beaucoup moins présent d'ailleurs aussi dans l'adaptation de Villeneuve, qui est vraiment une invention de Lynch, hein, c'est-à-dire le baron flottant avec ses cloques sur le visage, tout ça. Enfin, il y a quelque chose de volontairement répugnant du côté d'Harkonnen, qui a été très appuyé dans sa version à lui, mais je sais pas, moi quand j'étais gosse ça marchait trop, le côté répugnant justement, ça les rendait marquants, ça marquait le fait que c'était un univers qui n'avait rien à voir avec le nôtre, avec différentes cultures, et tout le mysticisme de son histoire, avec justement Paul qui devient l'élu. Mais ce qui est d'ailleurs assez drôle, parce que au final, le film de Lynch, il trahit carrément le propos d'origine, puisque le but de l'œuvre de Dune, c'est en fait c'est de pointer justement les idoles, de pointer l'idolâtrie qu'on peut avoir pour les prophètes, et d'en faire vraiment une critique. Et alors que justement le film de Lynch, en fait, il fait tout l'inverse. Il valide le mysticisme autour de Paul, il l'encourage, et on a vraiment le héros, le prophète qui a son ascension sur le moindre bémol qui est particulièrement pointé. En fait, on attend à ce que Paul en fait s'élève, et on s'attend pas une seule seconde à ce qu'il chute, ou même quel intérêt ça aurait, quoi. C'est vraiment le héros dans toute sa splendeur. Et c'est en ça que je dis que ça trahit le propos d'origine. Donc c'est pour ça que je dis vraiment aujourd'hui, je sais pas si j'aimerais autant le film. Mais à l'époque, moi, le mysticisme, il m'a vraiment parlé, il m'a donné envie de connaître l'univers qu'il y avait autour, parce qu'il le développe pas énormément.
Et enfin, pas dans les détails, il rentre pas dans énormément d'explications sur tout ce qu'on voit, mais justement, c'est peut-être comme ça qu'il le fait énormément ressentir. Qui fait ressentir tout le mystère, tout ce qu'on ne connaît pas du monde qui nous entoure, et c'est peut-être ça qui l'a rendu, enfin en tout cas dans mes yeux de jeune fille, assez iconique, assez, enfin comment dire, fascinant. On va passer sur Thomas. Ok. Moi, il y a deux films, ça va être très vite. Il y en a un, c'est un film de mon enfance, et un autre que j'ai vu plus tard. En film de mon enfance, que j'ai appris vraiment plus tard qu'en fait personne n'aimait, c'était Batman et Robin. Ah oui. Ah oula. 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 Il est nul. Oula. Moi, c'est vraiment un film de mon enfance, c'est que vraiment je portais dans mon cœur en fait. Ah mais moi aussi. Attention. Freezer, enfin voilà, après j'étais vraiment petit. Après c'est vrai que je l'ai revu quand j'étais adulte, et en le revoyant, c'est vrai que je captais trop comment c'était cheap quoi, j'avais l'impression que je voyais vraiment le décor de studio. Il y a George Clooney dans celui-là. Oui, c'est ça. Oui, c'est George et en Clooney. plus, j'ai trouvé que vraiment George Clooney, mais il était nul dans ce film. Il est expressif. Donc quand je l'ai vu en tant qu'adulte, j'ai compris, j'ai dit ok, c'est vrai que bon, c'est quand même pas fou. Mais voilà, je préfère garder du coup mon souvenir d'enfant. Oui, c'est ça. Il y a des films qu'on a appréciés enfant après, mais du coup, on est d'accord sûr. avec la vue générale quand on les a revus. Et après, en film, j'ai vu plus tard, j'espère bien que je l'ai vu plus tard, parce que je l'aurais vu enfant, ça m'aurait traumatisé, c'est Irréversible. Qui, du coup, forcément, clairement, ça fait une grosse polémique. Mais quand je l'ai vu, franchement, moi j'ai adoré, parce que, encore une fois, la réalisation, le montage, c'est très particulier, c'est clair qu'on peut ne pas accrocher. Celui de Gaspard Noé. Oui, c'est mais ça. Ouais. il a été mal accueilli ce film. Parce qu'il a eu surtout par rapport à la scène du viol en fait. À cause de la scène du viol, il y a des gens au Festival de Cannes qui sont partis de la salle, qui ont dit c'est scandaleux, enfin, voilà, ça a vraiment, c'est une polémique quoi. Je fais partie de ces détracteurs. Enfin, je n'aime pas du tout ce film Irréversible. Ça ne marche pas sur moi. Et j'aime pas le cinéma de Gaspard Noé, même moi non plus. Détesté. Et c'est un putain de bon réalisateur. Il est très fort. Il a des plans de caméra de fou. Mais je trouve qu'il est. Mais il fait du mal gratuitement et ça marche pas sur moi quoi. L'univers en tout cas m'a touché, et ce côté en plus il a dit lui-même quoi, qu'il avait fait exprès de faire ce montage là en fait à l'envers quoi, et qu'en fait ça a créé un faux happy end. Genre ça se termine par le début où Monica Bellucci, enfin voilà, le dernier plan il est langé dans l'herbe je crois, puis la caméra s'élève, puis une lumière blanche quoi. Et puis c'est un faux happy end quoi, parce que tu sais qu'en fait tu sais ce qui arrive, la vraie fin, voilà, tu connais la vraie fin que tu vois au début du coup. Et je trouvais ça fort, ce truc de faux happy end, je trouvais ça super fort quoi. Pour le coup, je compte le revoir celui-là bientôt, parce qu'en fait, bientôt quand je pourrai, parce que je l'ai acquis pour pas aller en prison en version, en fait il a ressorti une version montée à l'endroit, et du coup je comptais le revoir dans cette version là. Mais du coup c'est moins intéressant je trouve, enfin. Mais du coup, c'est vraiment partie des trucs que j'ai aimé en plus dans ce film, c'est ce montage là qui crée justement cet effet là à la fin quoi. Donc là je me dis monter à l'endroit, ça sert à rien, mais je comprends pas ce truc. Non mais du coup je suis curieux de voir ça. C'est juste parce qu'il a envie de vendre un peu plus quoi. Enfin, il s'est dit tiens, j'ai trouvé une idée à la con pour pouvoir vendre. Oui, je sais plus, c'était peut-être pour je sais plus combien d'années de la sortie du film, et du coup il a sorti cette version là. Mais, ça me rappelle après... dans Le Dain, il y a une nana qui monte les films dans le sens chronologique du film, et elle a remonté Pulp Fiction, elle dit dans le sens chronologique. Mais du coup c'est nul. Bah oui. Nous allons passer à Benjamin. Oui, alors moi en film décrié que j'aime beaucoup, il y a Titanic que je trouve vraiment pas mal. J'ai un peu galéré à trouver des films, et du coup c'est pas des films que j'ai adoré, loin de là, mais que je trouve que j'ai trouvé sympa, et du coup je me suis dit c'est déjà pas mal. Mais il y a Howard the Duck que j'ai vu il y a pas très longtemps, et voilà, sachant qu'il est dans le top des films qui a fait le plus gros flop au box-office dans l'histoire du cinéma. Et j'ai passé un moment sympathique quoi, vraiment. Alors je peux comprendre que peut-être que les gens à l'époque n'étaient pas prêts pour recevoir ce genre de film. Pas, hein. Mais non, après voilà, je comprends le côté nanardesque et tout, et c'est peut-être aussi ça que j'ai aimé un peu aussi. Et cauchemardesque surtout. Cauchemardesque des costumes, vraiment, parce que je suis désolé. Mais je sais pas, je le remis dans le contexte de l'époque, j'ai pris ça comme ça venait, et
J'ai passé un bon moment, voilà. Sinon, il y a, pareil, je l'ai revu dans des tops là, de films qui ont vraiment pas marché du tout. C'est My Movie Project. Alors pareil, que j'avais pas adoré, mais j'avais trouvé sympa aussi, pareil. Donc c'est le genre de film, enfin, des films nuls, j'en vois beaucoup, mais c'est vrai qu'il y a des films comme ça où tu te demandes pourquoi tant de haine quelque part. Et voilà, du coup, j'ai pensé à ces deux-là. Après, je vois pas forcément, mais... Il faudrait que je le revoie, My Movie Project, mais il était... Moi, j'avais adoré vraiment, ce film. Il était vraiment incroyable. Je l'avais vu au cinéma avec Charlie, on est sorti, on a fait, il était trop cool. Puis Hugh Jackman avec des couilles au menton, quoi. Il faut le dire, quand même. Et moi, pour ma part, ça rejoint un peu plus Guillaume pour mes films. C'est pas vraiment une saga de films, c'est plus une sorte de film. Et en fait, c'est des films un peu débilos avec Jet Li, parce que je suis un inconditionnel de Jet Li et il a fait beaucoup de bouse, hein, pour de vrai. Il a fait beaucoup de bouse où la seule chose que tu le vois faire, c'est taper. Et l'histoire, tu t'en tapes, c'est nul, c'est débile, tout le monde joue mal. Et je remarque que je m'en fous complètement. À partir du moment où tu me vois Jet Li taper, même The One, qui est un film, un genre de sous-Highlander version Kung Fu. C'est assez particulier, mais je kiffe ce film. Et il y a plein de films comme ça où je me dis, c'est vrai qu'ils sont pas ouf. Il a fait un film avec DMX, il a fait un film. DMX, ah ouais. Ouais. Non, mais vraiment, il a fait des films vraiment, vraiment proches du nanar. Mais je kiffe tous ces films, quoi. Je me dis, mais à partir du moment où je le vois faire du kung-fu, je suis. Vraiment, je kiffe, et même s'ils sont de très mauvais films. Et il a fait L'Arme Fatale 4 quand même, donc c'est un très bon film. Mais il est très bien, celui-là. Oui, j'aime beaucoup L'Arme Fatale 4. Enfin, tous, mais surtout le 4. C'est ça. Jérémy. Alors moi, je me creuse la tête depuis tout à l'heure pour trouver un film. Parce que globalement, j'aime que des chefs-d'œuvre. Voilà, c'est ça. Non, mais les films que tout le monde dit qu'ils sont bien, mais je fais bah ouais, ils sont cool. Ou des fois, voilà, il y en a que j'aime pas. Mais le contraire. Mais là, il y en a un qui m'est revenu. C'est Joker 2. Moi, je l'ai aimé. Voilà. Je suis sorti du cinéma, j'ai fait franchement, il était cool. Et après, j'ai vu tout le monde chier dessus. J'ai dit, mais les gars. Je l'ai pas encore vu, mais je suis curieuse aussi. Ouais, moi j'étais là, mais c'était bien. Tu pars du postulat que c'est une comédie musicale, tu le sais de base, hein, parce que les gens qui disent ouais, c'était nul, c'était une comédie musicale. Oui, on le sait depuis 2 ans. Donc c'est pas une surprise. Donc voilà. Donc non, moi j'ai trouvé ça bien. Les chansons, les moments comédie musicale étaient cool. Je n'ai pas trouvé qu'il y en avait trop, parce qu'il y a quand même des moments. Tu vois, il y a des films comme comment ça s'appelle, Sweeney Todd, où c'est quasiment t'as 2 dialogues et après ça rechante. Là, il y a quand même pas mal de dialogues parlés. Donc, je trouve que ça va, c'est quand même bien dosé. Et franchement, moi, je l'ai trouvé cool. Voilà, okay. Pas aussi bien que le premier, mais... J'avais pas pensé, mais cette année, il y a Furiosa aussi qui a fait un beau bid alors qu'il est pas mal. Oui, il était bien. Hein. J'ai bien aimé Furiosa, moi. On va rentrer dans le vif du sujet. Donc, aujourd'hui, nous allons nous poser une question, c'est est-ce que le scénario est-il le point le plus important d'un film? Parce que c'est souvent quand même, on va dire, la base d'un film. Hein. Tu peux pas écrire un film sans scénario. Enfin, il y en a certains qui le font, mais c'est rarement ceux qui sortent aux yeux du grand public. Et nous allons nous poser un petit peu cette question. On va réfléchir à toutes sortes de films qu'il y a où le scénario est très important, anecdotique. Quelles sont un peu toutes les sortes de films, voilà, et de scénario dans un film. Et nous allons commencer justement un peu par notre petit nouveau Thomas, parce que lui, il a un rapport très particulier au scénario, vu que c'est un peu ton métier en fait, en tout cas ta passion, enfin ton métier en fait, si tu fais un boulot presque, à moitié, avec les enfants. Voilà, avec les enfants. Enfin, ça va se limiter, mais oui. Donc la première question. Mais donc si tu veux, en fait, oui, si tu veux que je t'aide un petit peu, par exemple, on va commencer avec un petit truc. La base d'un scénario, c'est un scénario linéaire. Hein. Donc on va dire, on va partir d'un point A à un point B, il se passe vraiment le voyage du héros, et après, on va pas réfléchir forcément à la mise en scène ou quoi que ce soit. Ce qui est important, c'est le scénario. C'est la plus grande majorité des films où voilà, soit vous accrochez à l'histoire, soit vous accrochez pas à l'histoire. Et après, bon, bien sûr, il y a tout le reste qui rentre en compte, bien sûr, la musique, les comédiens, etc. Et voilà, toi, qu'est-ce que tu penses déjà? Est-ce que tu as besoin d'un scénario plus compliqué, ou est-ce que ce genre de film, déjà, tu sais que tu vas être happé à partir du moment où le scénario va t'intéresser ou quoi que ce soit? Mais après, moi, je suis plus du genre à apporter beaucoup d'intérêt à la réalisation, à la mise en scène, la musique, la photographie, les tonnages, etc. Donc, clairement, c'est sûr que c'est pas le scénario qui va le plus me sauter aux yeux, même si c'est sûr que c'est quand même important, mais
Mais du coup, je préfère, je pense, un film hyper bien réalisé, avec une super esthétique et un scénario qui tient sur un post-it, plutôt que l'inverse en fait. Voilà, un bon scénario ou quoi, mais une réalisation très bateau où il n'y a pas de recherche, quoi. Moi j'adore les films où il y a de la recherche, que le film arrive à te faire ressentir des choses, de faire ressentir ce que ressent le personnage grâce à la façon dont il va filmer une scène, sur la musique, le cadrage, qui, sans parler. C'est ça le cinéma, c'est le langage de l'image, quoi. Et je trouve ça dommage, les films qui ne font pas assez de recherche sur ça, en fait, quand on juste de filmer voilà, de manière très linéaire. Et donc, ouais, je préfère un film qui parle avec l'image qu'un film qui parle avec des mots, quoi. Ouais. C'est le fameux show don't tell. Ouais, c'est ça. Moi, je suis plus sensible à ça, ouais. Ça. Il y en a d'autres qui sont un peu comme lui, qui sont plus sensibles. Alors moi, oui, je suis ultra sensible à la mise en scène aussi. Et c'est vraiment quelque chose sur le. Enfin, ça s'entendra de toute façon souvent dans les 3 films ou quoi que ce soit. S'il y a quelque chose sur lequel j'apporte le plus d'importance, ça reste toujours la mise en scène et l'esthétique. Ben oui, mais c'est là où les gens se permettent le plus, du coup, à s'éclater et à s'amuser. Et donc, je suis entièrement d'accord avec toi. Ouais, moi, le scénario, c'est anecdote. Alors, il y a des films, après, on va aller un peu plus loin tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il y a des films qui brillent par leur scénario. Et bien sûr, évidemment, il y a des films que j'aime justement parce que le scénario est excellent. Mais c'est vrai qu'en tendance générale, je suis plus comme toi. Ouais, justement, en fait, moi je suis un peu d'accord et en fait j'aime les deux. C'est-à-dire qu'il y a des films que je vais aimer plus visuellement, où je vais me dire il est vraiment magnifique ce film et tout, et je vais limite mettre un peu de côté l'histoire, c'est juste profiter du film visuellement. Et après, il y a des films que je vais plus aimer, qui sont plus basiques dans leur scénario, dans leur réalisation, mais qui vont me plaire plus au niveau de l'histoire, au niveau des personnages, des dialogues, tout ça. Donc les deux ont du bon. Et puis après, ce que je considère après les films 10 sur 10, quoi, c'est quand les deux sont géniaux, que tu te dis, bon, ben là, l'image était géniale, le scénario, l'histoire était cool et tout. Ben là, pour moi, c'est 10 sur 10, quoi. En gros, c'est quand ça réunit les deux. Guillaume ? J'ai envie de répondre directement à la question, et je pense que non, le scénario n'est pas le point central d'un film, et je vais m'arrêter là. Cassandre ? Non, je peux pas. Non, c'est surtout que en fait, je me suis posé la question, et c'est ce que disait Thomas, en fait. Il y a tellement de films différents que c'est difficile de dire que oui, le scénario... Enfin, parce qu'il y a des films que j'ai adorés, par exemple Avatar, qui ont un scénario qui est pas incroyable, dans le sens où, voilà, c'est un truc qui a été fait depuis les années 60-70, le mec qui infiltre un groupe qui finit par s'y attacher, et puis à la fin, il se bat pour eux, enfin, tu sais, les trucs comme ça. C'est juste que tout le travail mis autour, le décor, l'univers, tout ça, enfin, c'était incroyable, les effets spéciaux aussi. Et ça a fait un film que j'adore aujourd'hui. Après, là où je trouve que pour moi, le scénario est le plus important, enfin, dans un genre de film, c'est les comédies. Parce que pour moi, c'est un truc que tu ne peux pas te permettre de mettre au second plan dans une comédie, le scénario, parce qu'il faut jouer sur les quiproquos, il faut jouer sur... Bon, après, ça dépend de quel genre de comédie tu fais. Oui, je vais te demander, parce que tu es quand même un fan des As, et ces mecs-là, il n'y a aucun scénario. C'est juste mais bien sûr. Une banque de données de blagues. Oui. Donc, oui, mais ça, si tu veux, c'est une comédie absurde. Je pensais plus à des vraies comédies, comédie pure, ou pas forcément, même américaine. Tu vois, par exemple, Marie à tout prix. Marie à tout prix, c'est un modèle de scénario. Ce film c'est une des meilleures comédies que j'ai vues. Parce que, et pourtant, enfin, je sais pas, c'est pas en fait, c'est en me penchant sur la question, je me suis dit, mais ce film est incroyable, en fait. Le travail du scénario à faire du retournement de situation, en fait. Bien sûr, et puis ça, en fait, c'est fait d'une main de maître, voilà. Et c'est pour ça que allez, encore une promo. J'avais fait une vidéo sur Marie à tout prix, justement, parce que pour moi, c'est un modèle de comédie sur ma chaîne. Et typiquement, je pense que dans ce genre de comédie, c'est un truc qui est très important, en fait. Surtout là où le quiproquo joue. Et le quiproquo, c'est une des formes de comédie les plus anciennes, enfin une forme de comique, une des plus anciennes formes de comique. Voilà, je me perds dans mes phrases. Mais c'est pour ça, je pense qu'il y a tellement de films différents. Et puis pareil, tu regardes après les films, je sais pas, de M. Night Shyamalan, et puis tu vas en avoir pour ton argent, parce que tout repose sur le scénario. Il y a un twist, une chute, un retournement de situation finale.
et tout repose là-dessus. Après, le problème, c'est quand un film repose trop sur le scénario, comme c'est le cas avec M. Night Shyamalan, le problème, c'est que du coup, au second visionnage, après, ça modifie un peu ton expérience, en fait. T'as plusieurs degrés de lecture. Ça dépend des films, s'ils sont bons ou pas. On va en parler un petit peu plus loin tout à l'heure. Shyamalan, pour le coup, il est c'est assez mitigé, les avis sur sa réalisation. Lui, pour le coup. Cassandre. Alors, pour ma part, je dirais que le scénario, effectivement, c'est pas le plus important, mais que ça peut être un réel bémol, par contre, pour une œuvre qui... comment dire, parce qu'il y a certains films qui vont, on va dire, avoir d'autres promesses qu'un bon scénario. Ils vont promettre une expérience qui peut être immersive, qui peut être une expérience sensitive, une ambiance particulière qui va être très travaillée, ou même un scénario qui est davantage à interpréter, comme à travers des symboliques ou des choses comme ça, et qui, pris au premier plan, va pas forcément briller, mais va briller dans sa seconde lecture. Et du coup, tout ça, on va dire que c'est des formes de scénarios qui peuvent être assez atypiques. Et après, il y a aussi des mauvais scénarios presque par choix, comme par exemple quand ça va être au service de l'absurde, du surréalisme ou ce genre de choses. Et en fait, chacune de ces expériences peut être très intéressante. Mais celles qui ont, qui se reposent pas sur leur scénario, c'est celles qui se reposent sur une autre promesse, une autre proposition. Et par contre, un film qui n'a pas d'autre proposition et qui a un mauvais scénario est un mauvais film, pour moi, par définition. Avatar, je trouvais que c'était un bon exemple, justement, parce que celui-là, c'est vraiment le scénario, même le 2, tu le regardes parce qu'il est beau, quoi. Mais en vrai, c'est quasiment le même que le premier, et c'est pas très intéressant. Et en fait, oui, on est d'accord là-dessus, c'est pas très intéressant. Mais arrête. Mais voilà, mais ça fait plaisir d'aller le voir au cinéma, parce que visuellement, il y a quelque chose. Non. Mais non, j'aime beaucoup le 1, vraiment. Mais non, alors j'étais au début de ma cinéphilie, j'étais plus partant pour dire que le scénario est très important. J'étais au début très attaché par le fond plus que la forme. Et j'ai changé d'avis justement en regardant, plus je regardais de films et plus je découvrais des films où le scénario était plus secondaire et où la mise en scène prenait le pas. Et du coup, j'ai appris à apprécier les fameux scénarios avec le scénario qui tient, les fameux films avec un scénario qui tient sur le post-it. Et voilà, du coup, maintenant, je sais que c'est pas forcément obligatoire, loin de là. Bon, je pense qu'on est tous d'accord visiblement pour dire que non, ce n'est pas le point le plus important pour un film. Et surtout, je pense aussi qu'il ne faut pas tomber dans le piège de chercher à faire un scénario compliqué pour faire genre que c'est compliqué et pour faire genre que c'est un bon scénario, alors que beaucoup de films se plantent là-dedans. Je pense notamment j'ai l'impression que maintenant ça se fait pas mal, ce genre de truc où c'est un film pas prise de tête, mais on essaye de faire genre qu'il y a un scénario en fond alors que tout le monde sait que non. Je pense à des trucs d'action, de science-fiction. Enfin, j'ai Marvel qui me vient en tête. Je sais qu'il y en a quelques-uns comme ça où des fois on essaye de tirer en longueur. Donc des films qui peuvent faire 1h30, ça finit par faire 2h30 parce qu'on essaye de te rajouter des trucs pour faire genre non, mais le scénario il est bien, il est fourni, mais il est trop fourni parfois et ça finit à être juste confus et chiant. Donc partant de ce principe-là, on a juste envie de dire non, faites un truc court avec un scénario pas prise de tête, et c'est pas grave quoi, du moment que tout le reste suit avec des bons acteurs, comme disait Thomas, avec une bonne réal, une belle image et tout, et ce sera 100 fois plus efficace quoi. Après, il faut pas confondre non plus le pitch de base et le scénario, parce qu'il y en a, ils vont justement avoir un pitch très simple, mais le scénario, il faut quand même qu'il soit bon dans son écriture. Parce que, comme disait Cassandre, en fait, un bon scénario, on ne fait pas forcément attention. Mais quand il est mauvais, ça se capte direct. Donc même un film où c'est plus visuel ou quoi, il faut quand même que les personnages soient crédibles et tout. Donc je pense quand même que c'est vachement important, le scénario. Parce qu'au-delà du pitch de base qui, tiens, c'est un personnage, il fait ça, et il va là, où il rencontre machin, et bien il y a aussi... l'écriture autour de ça qui fait que c'est un bon film ou pas. Il y en a des fois tu fais putain, les dialogues ça sonne faux et tout, et ça te sort du film en fait, même s'il est beau. Alors
Je suis d'accord, c'était peut-être plus il y a une méprise de ma part au niveau du terme choisi, mais c'est vrai que quand je parlais de scénario, je parlais du pitch de base du coup. C'est Oui, évidemment oui. ça, quand on te dit pas, attention, je vais tout vendre sur mon pitch. Par exemple, dernièrement, le dernier Shyamalan, parce que vous en avez parlé, Trap, tout le monde s'est dit, putain, quand on a vu la bande-annonce, ils ont fait, franchement, ça a l'air d'être du tonnerre ce film. Et puis tout le monde est allé le voir, ils ont fait, non, pas du tout. Moi, Et, je pensais à The Purge dans ce Oui, truc-là, exactement, où quand- American quand, Nightmare. quand le mec. pitch est sorti, American Nightmare, C'était quand totalement il est ça. sorti, tout le monde se disait putain, mais attends, le pitch il est fou et ça va être énorme. Et en fait, Mhm. on a été un peu déçus. Enfin, il y en a qui ont été déçus parce que justement, on voyait pas la purge dans le premier, ceux qu'ils ont arrangé par la suite. Mais voilà. Est-ce que et ça, c'était c'est mieux? C'est ça le pour le truc. C'est que les suites de American Nightmare sont pas forcément beaucoup mieux que le 1. Enfin, dis pour pas moi, que j'aime c'était beaucoup. mieux. Pour moi, J'aime le beaucoup 2, il est un, mieux. mais C'était du mieux coup, ou pas, mais Le 2, il est mieux pour moi que le premier. Je sais plus. C'est le mec qui veut venger la mort de son fils et puis il croise deux meufs qui se font emmerder et puis il va les aider pendant tout le film. C'est avec Grillo, l'acteur, c'est pas ça? Franck, c'est pas lui? Je sais pas, je crois qu'il joue dans Marvel, hein, il a un rôle dans Marvel, un truc comme ça, ou avec Captain America, un truc comme ça. Mais je connais pas son nom à cet acteur. Ok. Mais oui, c'est un brin un peu dur, Oui, oui, costaud. je crois que c'est voilà, ça fait partie des films voilà, où il y a vraiment un postulat de base où tu t'imagines plein de choses. Ouais, bien sûr. Et donc ça, c'est le genre de truc qui peut décevoir parce que forcément, ça peut être tellement de choses. Moi, justement, est-ce qu'il y a des films quand même que vous appréciez qui ont un peu, entre guillemets, qui pourraient paraître sans grand intérêt au niveau de la réalisation ou quoi que ce soit, où vous dites, franchement, j'ai accroché au scénario parce qu'il était sympa, j'ai bien aimé ce scénario basique. Je prends un exemple tout bête d'un film que moi j'ai justement moyennement aimé, mais qui a quand même fait son petit succès, les gens l'ont bien aimé, c'était La vie rêvée de Walter Mitty. Je trouve que niveau réalisation, il n'y a rien. C'est juste une jolie petite histoire. Ça a plu à beaucoup de monde, justement, parce que... Alors, ouais, non, celui-là, il y a quand même plus un twist à la fin, mais j'allais dire, Les Évadés me fait cet effet-là aussi. Je trouve que c'est un film sympa, mais il n'y a rien de plus que juste sympa. Mais il y a les gens vont adorer cette histoire et cette tranche de vie, tu vois. Et alors, là, après, là, il y a plus une écriture de personnage quand même dans Les Évadés qui est quand même bien écrite et très touchante, etc. La ville rêvée de Walter Mitty, je trouve que pas du tout. Je trouve que c'est un film vraiment de la base de base. Il n'y a rien qui se passe du point A au point B. Mais les gens ont l'air de bien apprécier ce film. Et est-ce que vous avez des exemples, enfin, de films comme ça un petit peu Moi, ce qui me vient en tête, c'est The Breakfast Club. C'est un film, c'est John Hughes, je crois, qu'il a fait. C'est un des premiers qui a fait les teen movies. C'était dans les années 80. C'est un peu grâce à lui que ça a lancé après, bien plus tard, la vague des teen movies. Et le pitch, c'est ça aussi. C'est juste des élèves qui se retrouvent en col. Ils sont genre une dizaine voilà, d'élèves, c'est leur journée de col, ils ont été punis. Et en fait, ils sont ensemble toute la journée, ils se connaissent pas. Et tout est basé sur l'écriture des personnages en fait. Le scénario en soi, il n'y a rien de fou, il n'y a pas de twist. C'est juste, voilà, tu suis les interactions des uns et des autres. Il y a aussi un peu d'humour, mais c'est aussi touchant. Et ça traite de plusieurs problématiques de l'adolescence. Voilà, avec t'as un peu le caïd quoi qui fait un peu le beau, et puis après plus tard dans le film tu te rends compte en fait pourquoi il fait ça. Enfin, t'as aussi la fille un petit peu la fille modèle, un peu la fille à papa, et puis t'as aussi un qui est touchant, c'est un sportif et qui fait football américain, puis en fait après il se confie un peu son père lui met la pression pour réussir dans le sport, etc. Et tout est basé vraiment sur l'écriture des personnages, et alors que le scénario est très basique, et celui-là je l'ai adoré. Je trouve qu'il marche très bien, et d'ailleurs il est bien apprécié par la critique même, il est très bien. C'est un film vraiment culte. J'ai culte, toujours pas vu, mais... En plus il a ce côté précurseur en plus qui est très important. Ouais. Et d'autres, il y en a d'autres qui ont un peu d'exemples sur des scénarios très basiques que... Scénario, moi je pensais plus réalisation, parce que je pensais aux films français par exemple qui sont, si on oublie les Jean-Pierre Jeunet, les Pascal Logier, tout ça, qui sont très basiques au niveau de la réalisation, et ça va plus se baser sur le scénario justement, et où ça va être plus les personnages, et alors ça s'améliore un petit peu maintenant parce que on a des réalisateurs qui arrivent et qui essayent d'apporter de la nouveauté au cinéma français. Mais c'est vrai que pendant une longue période,
c'était assez... c'était un peu théâtral, quoi. C'était un peu basique. Voilà. Donc c'était des bons films, hein, mais c'est visuellement et tout, il se passait pas grand-chose, quoi. Ça se basait vraiment plus sur le scénario. Il y a le film The Man from Earth. Désolée pour mon accent anglais à couper au couteau. Je sais pas si ça vous parle, mais c'est un film assez particulier parce que en fait, ça fait que parler dans ce film. C'est un huis clos, et c'est pas un huis clos sur du suspense, c'est sur un débat. Donc en fait, pour moi, j'en ai pas le souvenir très, très frais, mais il me semble que c'est niveau mise en scène, on a vraiment, c'est la pauvreté, quoi. Mais j'adore ce film. J'adore ce film parce que je trouve que le débat qu'il y a dedans, où en fait on a un personnage qui est un héros qui est vraiment professeur d'université et qui se pose avec d'autres potes qui sont aussi professeurs d'université, chacun dans leur domaine. Et en fait, il va s'amuser à lancer un débat, entre guillemets, qui est il va leur dire « je suis immortel ». Et en fait, j'ai vécu des milliers d'années. Et tout le film repose sur ce débat-là où les profs vont décider de s'amuser avec ça et d'être en mode « ok, alors si t'es immortel, ça se passe comment ? Est-ce que tu peux résister à la mort ? Est-ce que tu vieillis pas ? Comment se passe ta mémoire ? Comment ?» Et en fait, ils vont s'amuser de ce concept et lui poser de plus en plus de questions. Et du coup, lui va y répondre. Et en fait, plus on avance dans le film, et plus il y a la question qui se pose, c'est-à-dire, est-ce qu'il dit vrai ? Est-ce que c'est vraiment un immortel, ce mec-là ? Ou est-ce que c'est pas du tout un immortel et il s'amuse juste à lancer le débat ? Mais ce qui est intéressant, c'est que comme on a des personnages qui sont tous niveau universitaire, eh ben, ils sont très bons dans l'argumentation. Et du coup, c'est vraiment un film que j'adore pour son discours uniquement. On parlait tout à l'heure des films qui blablatent beaucoup et qui ont pas forcément, qui jouent pas beaucoup avec l'image. Et je reconnais, c'est peut-être pas un bon film en fait, hein, si on prend vraiment des critères cinématographiques, c'est-à-dire de parler avec l'image. Mais en termes de discours, ce qui est rafraîchissant, c'est que c'est parfait. Toutes les questions qui pouvaient être posées pour étoffer le concept, c'est-à-dire vraiment quel serait ce débat, comment serait un immortel aujourd'hui ? Comment est-ce qu'il vivrait le monde ? Comment est-ce qu'il fonctionnerait ? Comment est-ce que sa mémoire fonctionne ? Comment est-ce que ses connaissances s'accumulent ? Et toutes ces questions-là sont posées. Et c'est génial parce que le nombre de films où j'entends les personnages qui se renvoient la balle ou qui s'accusent de certaines choses et on a mis l'argument à leur place pour dire « mais pourquoi tu lui as pas dit ça ?» ou « pourquoi tu… » Je sais pas, il y a tellement d'autres choses à dire que ce que tu as dit là. Et c'est vachement frustrant. Alors que ce film-là, comme je dis, il a vraiment ce côté jouissif à ce niveau-là, d'avoir vraiment une argumentation en béton, d'avoir vraiment chaque personnage qui va soulever chaque question qui mérite d'être posée et soulevée. Et du coup, voilà, il a peut-être une mise en scène un peu moisie, ou tout du moins rudimentaire, mais pour le pur plaisir du dialogue, c'est un régal ce film pour moi. Ok, je n'avais jamais entendu parler, tu m'as grave donné envie en fait. Non, Et sinon, on va partir un petit peu plus loin. C'est vrai que donc on a parlé d'un petit peu. Sinon, oui. j'avais dans les Vas-y, derniers exemples parce que ça me vient en tête parce qu'on en a parlé justement avant le podcast avec Thomas, mais du coup il y a dans les dernières décennies Mad Max Fury Road qui est justement qui est devenu culte maintenant, mais là où on a vraiment cette problématique de des fois des gens qui n'aiment pas le film. Parce que justement le scénario, il y en a pratiquement pas, hein, parce que c'est juste, c'est juste une course poursuite de 2 heures et avec des gens qui partent d'un point A et qui vont à un point B et qui reviennent au point A. Et qui reviennent au point A. Oui, voilà. Donc mais voilà, après ça plaît ou ça plaît pas. Moi j'ai beaucoup aimé, hein, mais voilà, là où c'est George Miller du coup s'est lâché totalement sur tout le reste. Voilà, il s'est dit bon, j'ai un pitch basique, mais je vais m'amuser sur les acteurs sont bons, il y a une bonne direction d'acteurs et puis voilà, enfin tout ce qu'il y a à côté qui a fait que maintenant c'est culte, quoi. Et puis l'univers aussi, je trouve pas que c'est forcément un film qui a si peu de scénario que ça, c'est juste que son univers, il le fait davantage ressentir justement par l'image et par des petits détails qui vont rajouter en fait des questionnements. Moi par exemple en voyant ce film, je m'étais dit toute cette connotation très viking avec le Valhalla, avec plein de choses qu'on va comprendre instinctivement parce que les références sont fortes et qu'elles parlent à beaucoup de gens, et même celles qu'on comprend pas mais qu'on va vite déduire, comme cette histoire de jeunes avec une semi-vie ou ces énormes marécages avec ces espèces d'hommes sur des perches, tout ça. Enfin, c'est un univers que je trouve assez riche en fait. Il l'explique pas beaucoup,
mais dans ce qu'il montre, il donne vraiment à s'imaginer que, pareil, qu'il a une sorte de vie en dehors de l'écran, en fait, cet univers-là. Donc, je sais pas si si je serais vraiment tant d'accord que ça avec l'idée qu'il a peu de scénario. C'est juste que son scénario, il le traduit pas de la même façon. Il le traduit pas de façon aussi basique qu'un Seigneur des Anneaux qui va nous expliquer son contexte, qui va nous mettre une map sous les yeux et nous dire bah voilà, il y a les humains, les elfes, les trucs. Enfin, c'est plus subtil que ça, juste. Après, oui, je disais ça pour la majorité qui s'accordent, qui ont moins aimé le film. Je sais que c'est une des critiques qui revient de temps en temps, c'est que les gens voilà, se disent ne cherchent pas forcément autant toi, parce que je suis d'accord avec toi, moi, hein, mais voilà, il y a souvent ce côté, oui, c'est sympa, mais bon, il se passe rien parce que ça raconte pas grand-chose. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, c'est aussi une question de sensibilité. Moi, justement, alors Thomas il disait que lui, il se basait plus sur le visuel que sur le scénario, mais moi, je trouve ça quand même important. Et si un film, il me donne que à voir visuellement et qu'il me donne rien au niveau du scénario, je vais vite me faire chier. C'est pour ça que Fury Road, j'ai pas aimé et je me suis ennuyé, quoi. Donc c'est un peu un retournement de situation et t'es en train de dire que le scénario est le point le plus important du film. C'est incroyable ce qui se passe ce soir dans ce podcast. Et justement, en parlant des scénarios, il y a des films un peu plus radicaux avec leurs scénarios. C'est tous ceux qui se basent sur un pitch vraiment fort, avec une idée très forte, avec justement des films qui s'amusent à être vraiment innovants, ou des films avec des twists et qui basent vraiment presque tout sur leur twist. Et ces films-là, est-ce que vous avez l'impression qu'au-delà de leur concept, au-delà de leur twist, il y en a qui sont pas ouf? Ou est-ce qu'il y en a justement qui tiennent la route? Moi, je vais prendre par exemple le plus classique, avec un twist, on va prendre le Sixième Sens. Je ne vais pas dire la fin, mais tout le monde la connaît. Et le truc, c'est que sans cette fin, le film reste un très bon film en fait. Même s'il n'y avait pas ce twist, je trouve que le film, il est super bon. Il est bon dans toute l'horreur que ça peut t'apporter, dans l'innocence du personnage et de la peur que tu peux ressentir pour ce gosse qui voit des choses qu'il ne devrait pas voir à son âge, quoi. Enfin, il y a plein de choses qui sont merveilleuses dans ce film qui fait que tu te dis, le twist, il rajoute juste une bricole au film, en fait. Enfin, une bricole qui a marqué des millions de monde, hein, mais il rajoute une bricole, finalement, parce que le film reste un super film, et tu peux le revoir et le revoir. Même si tu connais la fin, il est très bien. Et le truc, c'est qu'il n'y a pas tous les films qui sont comme ça. Il y en a, on a l'impression parfois qu'à part le twist, est-ce que c'est vraiment si bien que ça comme film? Est-ce que vous avez des exemples de ce genre de choses? Et alors pas forcément que des twists, aussi des films à concept où ils se disent tiens, j'avais un super concept pour le film, un peu comme vous avez dit pour The Purge. Vous avez donné un très bon exemple. Si vous en avez d'autres, voilà, dans ce genre de choses avec des concepts ou des twists. Guillaume, t'as une idée? Pardon. J'avoue que vraiment pour moi l'exemple typique quand Jérémy faisait son laïus là, où justement il disait que pitch et scénario sont deux choses très différentes, mais vraiment dans ma tête il y avait The Purge, American Nightmare qui clignotait, parce que pour moi c'est une des plus grosses déceptions justement, tellement j'étais chaud quand j'avais vu la bande-annonce. Je m'étais dit waouh, 12 heures, pendant 12 heures le crime est autorisé, c'est incroyable tout ça, et en fait ouais, je m'étais fait chier devant le premier, et au final après en fait je m'étais fait la réflexion, ok, mais est-ce que j'aurais une meilleure idée moi d'un meilleur scénario, tu sais? Et en vrai je pense, en fait c'est un peu difficile. Et alors je me souviens que je m'étais fait cette réflexion très récemment pour un film que j'étais allé voir au cinéma, mais le problème c'est que je me souviens plus lequel c'est, mais je m'étais un peu fait cette réflexion. Je m'étais dit putain c'est dommage parce que le pitch de base il est stylé, mais le film c'est pas incroyable ce qu'il en fait. Et Hérétique. Comment? Hérétique. Eh putain, ouais, t'as peut-être raison. Ouais, c'était peut-être hérétique, effectivement. Ouais. Il y a super facile à convaincre. Tu sais, ouais, exactement, c'était ce film-là. Non, je l'ai pas vu, mais ça doit être celui-là. Non, surtout qu'il t'avait dit la dernière fois que tu l'avais vu au cinéma et que t'avais été un peu déçu. Ouais, il commençait vraiment bien. Ah, mais attends, en vrai, j'ai un doute. Je sais plus si c'était celui-là ou pas. Non, mais bref. Voilà, je pense que American Nightmare, c'est le meilleur exemple. Et le problème, c'est qu'après, ouais, il y a ce côté, tu sais pas trop. Enfin, moi, je me dis, en vrai, est-ce que j'ai une meilleure idée pour un film comme ça? Et c'est vrai que c'est assez difficile, en fait. Le truc, c'est que sur le papier, c'est une super bonne idée, mais après, qu'est-ce que t'en fais pour la rendre vraiment incroyable? Et ça, j'avoue que je sais pas trop. Après, d'autres films dans ce genre-là, je saurais pas trop en citer d'autres. Je pense qu'il y a pas mal de Nolan qui repose sur énormément de concepts, mais si t'enlèves le concept, le film est nul, mais évidemment, parce que
Enfin, c'est le principe du film. C'est un film qui repose sur un concept. Bah, si dans Tenet, tu peux pas aller à l'envers, bah, le film pue la merde. C'est normal, tu vois. Donc, c'est le concept du film. Genre, tu peux pas t'endormir dans Inception. Voilà, c'est ça. Dans Inception, imagine, tu peux pas t'endormir. Bah, voilà, le film n'a aucun sens et c'est nul, quoi. Enfin, du coup, c'est difficile, mais. Je saurais pas trop dire, non. D'autres films comme ça, j'avoue que j'ai pas trop d'exemples. Moi, dans les films à concept, un des derniers que j'avais vu, c'est souvent le film où tu peux pas raconter l'histoire, tu sais, où tu dis aux gens, regarde-le, c'est tout. C'est La cabane dans les bois. La cabane dans les bois, c'est exactement ça, et c'est le genre de film. Et franchement, j'ai pas été déçu. Parce que c'est un truc que tu pourrais être déçu. On te dit, regarde-le, et tu peux te dire, bon, là, je m'attends à un truc de fou. Et franchement, je trouve que le truc de fou, il marche plutôt bien, tu vois. Donc, c'était marrant, pas exceptionnel, mais il était cool, La cabane dans les bois, tu vois. Et c'est vrai que j'aime bien ce genre de concept, parce que là, il y a des films, ils y arrivent à le tenir, quoi. Tu te dis, ok, vous avez réussi à bien tenir votre concept du truc complètement barge, enfin, avec une histoire qu'il faut surtout pas révéler et tout, quoi. Je rebondis quand même sur The Purge. Parce que justement, je trouve que là, là où moi ça a marché sur moi, et justement, j'étais sceptique au début de me dire que le concept est génial, mais que du coup, le fait que ce soit en huis clos, je me suis dit, est-ce que ça va vraiment marcher? Et je trouve que là, le concept du scénario est presque renforcé parce que le film utilise le concept du huis clos, qui est aussi un truc qu'on voit pas dans tous les films, qui est un truc un peu spécial. Et je trouve que ça fait vraiment deux trucs que moi j'ai trouvé complémentaires, parce que justement, comme tu dis, Guillaume, et c'est pour le coup, je crois vraiment, je suis pratiquement sûr que j'ai vu le 2, et si je suis pratiquement sûr, c'est parce que je l'ai oublié en fait. Et du coup, c'est pour ça que j'ai sûrement passé un bon moment devant, tu vois, mais il y a ce truc de se dire, oui, bah d'accord, du coup, il y a des gens qui peuvent tuer n'importe qui pendant une nuit. Mais est-ce que tu tires ça sur un film d'1h30 tu vois, je sais pas. Alors oui, que là, Benjamin, tu l'as vu, côté... on l'a vu au cinéma ensemble, donc oui, tu l'as vu. Et ben voilà. Du coup, c'est pour ça que c'est moins bien, parce que je l'ai oublié en fait. Mais c'est ça, parce que même le premier, pour le coup, je l'ai revu il n'y a pas si longtemps que ça, et j'aime en fait le concept du hors-champ, autant assumé que de te dire en dehors de la maison, c'est le chaos total. Et on choisit une maison pour te montrer le chaos qu'il y a dehors et que tu comprends. Enfin, je trouve ça hyper bien conçu, quoi. Plus que de dire, voilà, on va te montrer des mecs. Est-ce que ce serait juste devenu un truc hyper gore avec des tueries pendant 1h30? Je me dis, est-ce que ça aurait été intéressant? Alors que là, le premier, justement, décide de choisir une famille de riches avec un pauvre qui arrive dans la maison. Du coup, bah voilà, il y a ce côté social enfin, ce sur quoi repose tout le scénario, et du coup je trouve qu'il est amplifié par le côté huis clos des deux couches sociales qui se retrouvent dans le même endroit au même moment, quoi. Je trouve ça hyper fort. Alors en vrai je suis d'accord, parce que moi je les aime bien les purges. Après le problème, je crois que ça a été de faire le premier comme ça, parce que le 2 aurait été en premier, peut-être que ça serait mieux passé, parce que justement le 2, enfin le premier, du coup c'est intéressant aussi de voir cette partie-là d'une famille qui essaie de survivre de l'intérieur, mais ça aurait été peut-être mieux de le mettre en deuxième film, parce que là en premier, les gens s'attendaient à un truc où justement ils s'attendaient aux deux en fait, où on voit tout ce qui se passe, où on voit et là c'était plus là le concept c'était plus de travailler sur l'imagination des gens et de se dire voilà, en gros voilà ce qui se passe à l'intérieur, mais c'est à vous d'imaginer ce qui se passe dehors. Alors c'est vrai que le 2 c'est peut-être moins impactant parce qu'on voit du coup ce qui se passe dehors, mais peut-être s'ils avaient fait dans le sens inverse, peut-être que ça serait mieux passé pour le premier. Je suis peut-être d'accord avec cette analyse, ouais, effectivement, parce que en fait le premier film, je voulais voir ça. Je voulais voir juste le chaos dans la ville, quitte à suivre, je sais pas, l'histoire de différentes personnes, j'en sais rien. Mais en fait, c'est ce qu'on a dans le 2. Et dans le premier, c'est... Oui, alors c'est une façon un peu ballsy, on va dire, d'aborder le scénario, mais je sais pas, enfin, c'est pas...
Mais justement, moi, ça ce que m'a j'allais pas vous plu, dire, quoi. c'est que j'ai jamais vu ces films-là. Je savais pas du tout que le premier, tu voyais pas tout ce que tu voulais voir. J'étais pas au courant. Moi, je croyais que c'est enfin, quand je connaissais vite fait l'histoire du film, je me disais que c'était même le premier, je me serais attendu aux deux justement. Mais vous me donnez grave envie de voir le premier parce que moi, j'adore les films qui jouent avec ma frustration. Ça, Guillaume, tu le sais. Mais dès que ça me frustre et que tu sais pas tout et que tu dois imaginer et que machin, j'adore ça parce que ça m'énerve en fait. Je me dis putain, arrêtez de. Enfin, c'est genre. J'aime bien que vous m'énerviez en fait. Du coup, Ça sera c'est- probablement ton préféré du coup de la saga. Oui, je Mais pense. surtout que t'aimes bien les huis clos, si je ne m'abuse. Oui, en Donc, plus, il y a donc, ce- ouais, ça, bien sûr. c'est un plus du coup. Ouais, carrément. Mais après, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent rebondir un petit peu sur tous ces films à concept, à twist Moi, pour revenir déjà en premier lieu sur La Purge, je dirais que l'autre problème aussi que je donnerais au film, c'est de ne pas avoir très bien réussi ses personnages. Et parce que je pense vraiment que le côté huis clos du... après, je rejoins aussi ce qu'avait dit Jérémy Guillaume, hein, c'est-à-dire le fait qu'on ne s'attend pas à ça et qu'on est déçu de voir le contexte peut-être un peu sous-exploité, puisque effectivement, on en revient à quelque chose de beaucoup plus commun, d'avoir une sorte de prise d'otage à l'intérieur d'une maison sur une famille qui se fait un peu séquestrer. Ça reste beaucoup plus commun par rapport au pitch, justement, au high concept de départ, qui vendait autre chose. Mais je pense aussi que le film aurait pu, pour moi, être meilleur là-dessus, sur des personnages qui soient un peu plus vivants, parce que là, je les ai trouvés, de souvenirs, hein, mais très enfoncés dans leurs archétypes, vraiment sans autre promesse, que ce soit de souvenirs, que ce soit les agresseurs ou les agressés. On a vraiment un petit peu la famille basique, mais vraiment avec rien qui ressort, avec aucun... et pour moi... ce genre de concept peut vraiment fonctionner du tonnerre, mais par contre, il faut super bien réussir ses personnages. Et c'est le problème en fait de beaucoup de films d'horreur, je trouve, c'est de pas suffisamment miser sur les personnages, sur le fait de les développer, de leur donner vraiment un semblant de personnalité à eux, quoi. Et qui sortent justement de cet archétype de la famille modèle, victime, qui au final n'est pas très marquant au long terme. Et fait qu'on n'a pas une attache émotionnelle de ouf derrière ces personnages, justement parce qu'ils nous évoquent pas grand chose en fait. C'est souvent ce qui se passe avec les slashers, notamment quand ils mettent en scène des jeunes adolescents ou quoi, et voilà, souvent c'est des adolescents attardés, pas intéressants, et du coup tu les vois mourir l'un après l'autre, et c'est vrai que tu t'en fous, quoi. Alors la seule chose qui est intéressante, c'est de voir comment ils vont mourir. Oui, voilà, c'est ça. Du coup c'est un peu triste. Il y a un film justement, on parle de slasher et il pop comme ça dans ma tête, mais c'est Derrière le masque, qui justement utilise le concept du faux documentaire qui justement suit un tueur en série qui est dans mais version slasher, quoi. Version slasher, voilà. Et du coup au début c'est très drôle, le concept est très bien. La façon de filmer et le genre du film qui utilise le biais du faux documentaire et rajoute un truc en plus au film. Et en plus, il a ce côté de trouver un certain équilibre entre le vrai film d'horreur, puisqu'à la fin, ça part un peu loin, il y a un twist. Il y a un twist dans le film. Et du coup, c'est vraiment bien foutu, quoi. Ouais, voilà. C'est ça. Celui-là, il est bien réussi de bout en bout, c'est sûr. Puis les films à twist, justement, pour moi, tout leur intérêt, c'est que quand tu les revois, tu comprends... en quelque sorte pourquoi le twist il est astucieux, alors que comment il a été, tu vois, où ça a été feinté en fait, où t'es amené à penser quelque chose qui n'est pas la réalité de la chose, comme par exemple Sixième Sens, ou le moment où quand il arrive au resto et qu'on enlève les couverts, qui est un moment où en fait quand tu le revois tu comprends la scène différemment, mais elle a toujours du sens. Alors que pour moi, il y a des films vraiment qui sont de très mauvais films à twist. C'est quand tu les revois, ou même quand tu n'as pas besoin de les revoir, tellement c'est évident, mais que c'est mal fait en fait. Juste, tu revois le twist, il a pas de sens. Je suis d'accord avec toi, et j'arrête pas d'essayer de réfléchir. Je suis d'accord avec toi, je sais que j'en ai vu des mauvais films à twist, mais ça me vient pas. Est-ce que vous avez des exemples de mauvais films à twist, où vous dites, ouais, c'était cool, t'as mis un twist à la fin pour faire genre c'était bien, mais en fait ton film il était claqué, quoi. Ouais, là j'en ai deux qui me viennent. Le premier c'est Massacre à la Saint-Valentin, qui a la fin totalement éculée du tueur qui faisait partie des victimes depuis le début et qui est schizo, et qui est donc naze parce que en fait ça tient pas la route 2 secondes. La moitié du film tu comprends que c'est des hallucinations, donc ça la facilité scénaristique. J'ai trouvé la fin, la révélation de fin d'Identity débile.
Je me rappelle pas assez, mais il me semble que c'est quelque chose de Je l'ai pas vu Takagi. depuis longtemps. Je me rappelle, moi je l'ai vu jeune et j'avais été surpris par la fin, mais c'est vrai que. Mais quand tu faudrait que réfléchis, je c'est revoie. débile en fait. Bah, c'est le problème de ce genre de film après, c'est que le revoir, enfin quand tu comprends que la moitié des scènes c'est pas ce que t'as vu réellement, bah je trouve que là c'est de la paresse scénaristique. C'est vraiment prendre un peu les gens pour des cons. Et du coup, parce qu'à partir de là, bah, comme le disait Jérém il n'y a pas si longtemps, bah, si les scènes que tu vois elles n'existent pas, pourquoi on te les montre? Pourquoi est-ce qu'elles auraient de l'intérêt si c'est. Ben, il faut vraiment que tu saches quoi en faire quoi, si tu veux partir par là. Et pas en mode ah bah je vais combler tous les trous de mon scénario grâce à ça, c'est cool. Non, sinon, bah, à chaque fois qu'on. Je sais pas, que. On pourrait casser des verres et continuer à s'en servir, sauf que non, ça marche pas comme ça fuite, après il y a de l'eau partout. Donc, et donc dans cette idée-là, bah ouais, pour moi, ça fait partie des mauvais films. Ou alors qui ont justement d'autres twists. Enfin, ça peut être la schizophrénie, ça peut être l'hypnose aussi. J'avais vu un truc pareil. Tout ça n'était qu'un peu... rêve. Ça, c'est le pire de tout. Voilà, ça n'était qu'un rêve, tout ça. Et ceux-là, c'est des mauvais films pour moi. Parce qu'ils n'ont pas joué avec avec les règles, quoi. Guillaume, tu voulais rebondir un moment? Non, bah, j'ai pas vraiment d'exemple de film à mauvais twist, mais c'est surtout des twists ratés dans le sens, par exemple, je pense à Thanksgiving que j'ai vu il y a pas longtemps, le truc là qui est sorti l'an dernier avec la TikTokeuse ou je sais pas trop quoi, et Patrick Dempsey là. Bah, la fin, tu la vois arriver à des kilomètres et à la fin, ils veulent te surprendre en te faisant comprendre qui est le tueur et t'es là genre. Mais c'était évident que c'était lui, enfin, c'est tellement. Bref, c'est tellement vu et revu, fait et refait que c'est un peu de la merde. Et voilà, du coup, moi, ça m'avait vraiment blasé en fait. Et j'avais pas pris beaucoup de plaisir à regarder ça. Mais c'est vrai que surtout, c'est frustrant parce que tu sens des fois que le film, il veut faire durer son suspense pour te dire ah ouais, vous attendez le twist. Hein, et le problème, c'est que quand tu le vois arriver, le twist, bah, c'est épouvantable en fait. C'est comme si t'avais un magicien qui te faisait durer le suspense alors que tu connais très bien son tour et il a la carte derrière la main, tu sais. Il fait genre ah ouais, elle est plus là, sauf que tu la vois dépasser, t'es là ouais mais arrête en fait parce que c'est juste gênant en fait, tu vois. C'est un peu ça, voilà. Meilleure analogie. Tiens, d'ailleurs, ça me rappelle que mon deuxième exemple c'était Insaisissable. Pour rester sur la magie. Putain, alors là tu parles d'un film qui m'a vraiment énervé. Ouais, bah pour moi en fait c'est pareil, c'est un problème un peu similaire, c'est-à-dire que je lui reproche un twist assez prévisible que je ne citerai pas pour ceux qui l'auraient pas vu. Oui, pour je me se régaler alors, dessus, parce que tu peux le citer parce que je veux bien en parler en fait. Oui, donc, c'est parce que je le trouve pas prévisible le twist et justement je le trouve ultra forcé parce que je m'y attendais pas, je me suis dit mais c'est débile en fait. Bah moi je l'ai trouvé prévisible. C'est pas ce qu'on m'a vendu. En fait, je l'ai trouvé prévisible, mais d'un côté, j'espérais à tout prix que ce soit pas ça parce que ça avait pas de sens. Et une des choses qui a pas de sens, notamment, c'est que le personnage qui est à l'origine du twist du final, pour moi, il y a trop de fois où c'est pas cohérent parce qu'il est tout seul, ou il va y avoir une caméra sur son expression ou des choses comme ça. Et alors en fait, juste, est-ce que tu parce que pour être sûr qu'on parle de la même chose, tu peux révéler le twist s'il te plaît? Désolé pour nos auditeurs qui écoutent ça, on va révéler le twist d'Insaisissable, voilà, zappé de 5 minutes, voilà. C'est que c'est le flic qui les a engagés depuis le début, non? C'est pas ça? Ouais, c'est ça. Si, donc on parle pas de la même chose. Okay. Ah. Mais ok. Bah voilà, ce que je pensais. Bah du coup, moi, ce twist, c'est vrai que je l'ai trouvé agaçant parce qu'en fait, je m'y attendais, mais comme je dis, pas pour les bonnes raisons, parce qu'en fait, je trouve que ça colle pas. Il y a trop de moments où on a la caméra sur lui et où il y a le flic, il a vraiment des réactions de « Oh mon Dieu, oh mais qu'est-ce qui se passe ?» ou bref, que des trucs comme ça et à la fin, bah tu dis « Bah non, si tu savais très bien ce que tu faisais, si tu fais partie du plan, si t'avais ce plan-là, on devrait pas avoir des scènes où toi t'es solo, où où la comédie elle est pour personne, et que nous spectateurs on se fait avoir quoi, parce que t'as pas la bonne réaction en fait dans le contexte pour une découverte que tu fais tout seul. Si t'étais déjà au courant, ça le fait pas que tu sois surpris. Enfin, c'est des choses comme ça où pareil, je trouve que c'est des films à revoir, ils sont désagréables parce qu'ils tiennent pas la route avec leur concept de départ. Ils sont tellement là pour feinter qu'ils partent pas du principe qu'en fait ça a pas de sens dans la scène. Mais moi, c'est ça, de celui avec les magiciens. Ouais, c'est ça. Et moi, ce qui m'avait déplu avec ce truc-là, c'est qu'on te fait croire que c'est des prestidigitateurs de malades, et en fait, tu apprends à la fin que ce ne sont pas des prestidigitateurs, ce sont des mages. Ils font de la magie, de la vraie. Ils contrôlent la matrice, les gars, quoi. Ils font ce qu'ils veulent avec la réalité. Et là, tu fais, mais c'est nul, parce que depuis le début, vous me vendez comment ils font ça, et en fait, c'est parce qu'en fait, ils font de la vraie magie.
mais c'est nul, mais qu'est-ce que c'est nul. Ça m'a énervé cette fin quand on révèle ça à la fin. J'ai fait mais c'est trop facile. Vraiment, c'est un mec qui s'est dit tiens, j'aime bien la phrase ta gueule c'est magique, je vais en faire un film. Enfin c'est putain. T'as vu dans quel état tu le mets, Cassandre? Tu l'as énervé. Alors ce film, c'est une des plus grosses déceptions de ma vie aussi, à cause de ça quoi. Alors oui, mais il y a José Garcia dedans, donc ça regarde un peu les choses. Est-ce que ça sauve? Alors j'en profite pour rebondir sur un contre-exemple de ce genre de film, justement, c'est L'Illusionniste. Et je suis un peu partagé, justement, parce que tu demandais des films où on était un peu déçus par le concept ou par le twist. Et je suis mitigé avec ce film parce que je me rappelle l'avoir vu. Je me rappelle m'être ennuyé devant ce film. Et puis la fin arrive et le twist. Et en fait, c'est très bizarre parce que je me rappelle de ce film en me disant putain, la fin et la révélation, le twist et tout est ouf parce que justement, je le dis là. Mais justement, c'est tout le contraire d'Insaisissable. C'est que pendant tout le film, on te fait presque croire que Edward Norton est un vrai magicien plus qu'un simple illusionniste. En fait, à la fin, on t'apprend que tout ce que tu viens de voir dans le film, c'était justement de la vraie illusion, quoi. Et du coup, la fin est super bien foutue. Mais du coup, je suis partagé parce que le fait que la fin soit super bien et qu'elle te retourne un peu le cerveau en mode putain, c'est incroyable. Mais ça n'empêche pas que le film en lui-même est assez... Je me rappelle d'un film assez bâtard en termes de rythme, un peu plat, et c'est pour ça que je me suis un peu ennuyé devant. Mais voilà, je me dis, je me suis ennuyé, mais la fin est tellement bien que j'ai quand même un bon souvenir de ce film. Donc c'est un donc bon là, ouais, exemple, c'est un bel exemple, c'est un peu aussi ce que je voulais savoir, si vraiment un twist pouvait sauver un film, quoi. De se dire qu'un film pouvait être moyen, mais que le twist est tellement fort que tu peux presque oublier que le film était moyen, quoi. Thomas, qu'est-ce que tu penses un peu de tout ça? C'est vrai que depuis tout à l'heure, on te laisse pas trop la parole. Des films à concept, des films à twist, des exemples, etc. Film à twist, moi je pensais par exemple à Fight Club. Et clairement pour moi, Fight Club, même sans le twist, pour moi ça reste un super film en fait. Même si le twist n'aurait pas existé, voilà. Pour moi, ça reste un très bon film, très bonne réalisation, la thématique très, très forte, le personnage, voilà, vraiment travaillé. Moi je pense vraiment que c'est ça, en fait. C'est un bon film à twist, c'est un film où même sans le twist, ça reste de base, la thématique est bien traitée, quoi. Il faut que la thématique soit bien traitée. Et voilà, moi je sais que on en parlait tout à l'heure, mais moi j'ai du mal, quoi, avec les films qui reposent tout sur le twist, où on se dit ah bon, je me suis ennuyé, mais bon, comme la fin est bien, voilà, ça va. Mais non, c'est comme si le feu d'artifice pendant tout le long c'était juste des petites pétards, et puis à la fin, pouf, d'un coup ça explose de partout. C'est cool, mais ça n'empêche que le spectacle en soi il est quand même pas ouf, quoi. T'as juste donc je pense que le twist ne fait pas tout, clairement. Ok. Après, j'ai un exemple aussi de justement le maître entre guillemets des twists, M. Night Shyamalan. J'ai vu justement Old il y a pas très longtemps. Et là c'est pareil, c'est très bâtard parce qu'on a le concept de base où tu te dis le concept en lui-même est cool, sans parler du twist. Donc le concept qui est, pour ceux qui ne le savent pas, c'est que il y a un groupe de gens qui arrivent sur une île où le temps passe beaucoup plus vite que sur le reste de la planète, en fait. Du coup, ils vieillissent plus vite et tout. Sauf que en fait, tout le film se passe sur cette île-là. Donc il se passe plein de trucs liés à cette île et tout. Et en fait, à la fin, tu vois un twist hyper forcé. Spoil pas, je l'ai pas vu. Non, mais sans spoiler, c'est juste ça, c'est que en fait, on t'en apprend pas forcément plus sur le fait que dans cette île, le temps passe plus vite ou quoi. Du coup, que tu regardes la bande-annonce ou que tu regardes tout le film, tu sais pas forcément beaucoup plus pourquoi il se passe ça sur cette île ou quoi. Ça, c'est expliqué pendant le film, donc tu te dis en soi pourquoi pas. Mais t'as un twist à la fin, voilà, que je vais pas dire, mais tu te dis, mais du coup le twist sert à rien, et on dirait vraiment littéralement qu'il a mis un twist parce que je sais pas. Parce que je suis Shyamalan, voilà, il faut que je mette un twist, et c'est littéralement ça, quoi. Et tu te dis, mais on s'en fout, le film aurait pu s'arrêter genre un quart d'heure avant sans qu'il y ait ce twist, mais puis c'est vraiment un twist rushé en littéralement 30 secondes avant le générique. On te dit en fait il était là depuis le début parce que ça, et on s'en fout, enfin ça n'apporte rien. Et c'est assez dommage, quoi. C'est ça le problème justement de ce twist, c'est qu'en fait il explique le pourquoi mais pas le comment. Et en fait quand on regarde le film, on a plus envie de savoir comment. C'est ça, du coup c'est un très bancal, quoi.
Alors qu'on parlait tout à l'heure de films qui marchent même en connaissant le twist, et j'ai revu, je l'avais montré à mon ex il n'y a pas longtemps, le film Shutter Island, qui est un de mes films préférés, que j'avais déjà vu, donc je connaissais la fin, mais je prenais du plaisir à revoir tout le film. Et puis pareil, il y a ce truc où ça reste un bon film justement pour ces bonnes raisons. C'est qu'il y a presque ce côté où il y a certains films, même en connaissant la fin, en connaissant le twist, en connaissant le climax et tout, tu t'en apprends presque à chaque fois que tu revois le film, à chaque revisionnage. Tu vois des trucs et tu te dis putain, mais ah ouais, ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille à la première fois que je l'ai vu, et maintenant que je le sais, je le vois, alors que le visionnage d'avant tu l'avais pas vu. Et du coup il y a des films vraiment fournis pour ça, et que à chaque fois que tu vois, même en connaissant la fin, tu découvres des petits trucs et tu te prends au jeu presque de chercher un peu les tu pas vois forcément Charlie, un peu, ouais, voilà. ça. C'est pas forcément des easter eggs, mais des trucs où tu dis ah oui, ça effectivement ça donne un indice sur la fin et tout. Et après c'est vrai que pour le coup c'est des fois intéressant aussi de voir ce genre de film où tu connais la fin avec des gens qui ne connaissent pas la fin, parce que il y a un peu ce truc de redécouvrir le film un peu à travers leurs yeux, où tu sais qu'ils sont ils sont vierges de la fin, du twist et tout, et que en fait là pour le coup je regardais ma copine pendant tout le film, et elle me posait des questions aussi, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe, c'est lui en fait, elle me posait des questions et tout, et sauf que du coup je prenais presque ce plaisir de la titiller, de pas lui dire, ouais, parce que du coup je savais que j'étais dans le même état la première fois que j'ai vu le film, quoi. C'est assez plaisant. Et après, moi je sais que mon premier film à twist qui m'a vraiment marqué, c'était Les Autres. Et pour le coup, quand j'ai fini le film, la première chose que j'ai eu envie, c'était de le revoir. Parce que je me suis dit, j'ai envie de revoir ce film avec la lecture de je sais la fin, quoi. Et du coup, je trouve ça super intéressant. Il y a un film du même genre où en fait, voilà, si vous l'avez vu, vous pourrez me le dire. Mais en gros, moi, j'aime pas ce film, mais parce qu'on m'a spoilé justement le twist de ce film. Du coup, je l'ai découvert en sachant déjà quelle était la fin, et je l'ai trouvé naze. Mais toutes les personnes qui ont vu ce film sans connaître la fin m'ont dit, il est trop bien. C'est le film Contre-enquête avec Jean Dujardin. Ok, j'en ai entendu parler, mais je ne l'ai pas vu non plus. Bon, vous pourrez pas me dire tout de suite. Par en contre, tout cas, tu m'en as cité un tout à l'heure, je crois. Dans ce genre-là que tu n'as pas des masses aimées, mais ou c'est pas toi qui me l'as cité. Non. Usual Suspect. Qui c'est qui m'a parlé du Suspect? Ah, c'est bien ce que je pensais. Donc Thomas, toi, c'est un peu pareil. Tu n'as pas des masses aimé le film finalement. Non, moi ça m'a pas accroché du tout, et puis voilà, même si ok, le twist, oh là là, mon dieu, c'est pas parce que le twist est génial qui fait que j'ai quand même passé un mauvais moment devant le film, et voilà, ce mauvais moment il reste là, quoi. Mais c'est vrai que moi, comme la seule fois où j'ai vu Usual Suspect, c'était je connaissais déjà la fin. Il y a plein de moments où je me suis dit, mais comment on peut pas le voir en fait que c'est lui, tu sais, après c'est un film qui à l'époque il n'y avait pas des masses de films comme ça aussi. Aujourd'hui il y en a tellement aussi, et c'est peut-être pour ça, parce qu'il y a des moments où je me dis c'est quand même vachement forcé, le truc du en fait c'était lui depuis le début, tu vois, et ça je veux dire c'est devenu un cliché, en fait c'était lui depuis le début. Donc du coup il y a un moment où je me dis comment les gens ont même pas pu y penser. Ouais, mais ça, et je pense que ça leur a fait tous un mindfuck, tu vois. Peut-être c'est ce film tu les vois après. Ouais, j'ai l'impression. Ouais. Si tu les vois après avoir connu le twist, forcément ça te. Bah oui, comme c'est je ça. te dis, la relecture, quand tu les revois, tu te dis ah ouais, il y avait ça, je suis passé à côté et tout. Alors que quand tu le sais, bah, du coup, ça t'enlève ce côté-là. Donc tu te dis bah oui, c'est évident, ouais, c'est facile. Oui, c'est ça. Une fois que tu le sais. Après, il y a un truc avec Michael qui est un peu embêtant. Moi, je suis un peu naïf avec les films à twist. C'est-à-dire que moi, je découvre jamais les twists. Je suis toujours en mode ah ouais. Et Michael, il est toujours, à chaque fois que je regardais un film comme ça avec lui, il était là, ah ouais, en fait c'est lui, et en fait c'était lui, et ta gueule, Michael, quoi. J'avais presque découvert, trop dans l'analyse. Presque, la fin d'Esther en regardant la bande-annonce du film. Ouais, j'ai vu la bande-annonce et je vois cette gamine qui aguiche le père et qui machin et tout. Et moi je croyais que c'était sur un truc fantastique, mais je me disais c'est une adulte, une âme d'adulte dans le corps d'une enfant. Et en fait j'étais pas loin parce qu'en fait c'était une adulte tout simplement. Mais du coup j'avais quasiment deviné le film juste en regardant la bande-annonce, quoi. Parce que déjà parce que les bandes-annonces en donnent beaucoup trop d'indices, franchement au bout d'un moment. Mais ça on pourrait faire un épisode sur les bandes-annonces sérieusement, mais
Et au-delà de là, on a beaucoup parlé des films à twist. Maintenant, il y a des films à concept aussi, avec vraiment les scénarios à high concept, comme on disait. Donc, on a beaucoup parlé de The Purge. On va essayer d'éviter d'en reparler. Mais par exemple, bon, là, tout à l'heure, j'en parlais en off d'un film qui m'a beaucoup marqué, que j'ai beaucoup aimé. C'était ces dernières années, c'était Dream Scenario avec Nicolas Cage, parce que le concept m'éclate en fait. L'idée que juste un mec est dans les rêves de tout le monde en même temps, genre, tout le monde rêve de ce mec qui est personne en fait, et tu te dis mais ok, et ça c'est des films pétés, et le truc c'est qu'ils tiennent ce concept tout le long du film, et du coup c'est barge du début à la fin, et ça je trouve que ça marche du tonnerre. Et alors je peux en prendre plein, mais un des films complètement fou avec un scénario complètement fou et qui a marché du tonnerre, c'était Everything Everywhere All at Once, qui pour moi est un chef-d'œuvre, et clairement je me dis, mais voilà, et c'est des films avec des concepts tellement fous. Et est-ce que vous, ça vous plaît ce genre de film? Est-ce qu'il y en a qui vous plaisent? Est-ce que justement non, pour vous c'est trop compliqué? Vous dites ça sert à rien de se faire des films complètement barges comme ça. Enfin, c'est débile. Voilà. Moi j'ai pas du tout aimé Everything Everywhere All at Once. J'ai une amie qui m'a dit waouh, tu vas l'adorer, c'est trop bien, ça parle de multiverse et tout. Et je me disais bah en vrai pourquoi pas. Et au final j'ai pas du tout aimé. Et bah en vrai, dire que j'aime pas les films à concept, ce serait con, je pense, parce qu'il y a des films à concept, genre Inception, on peut dire que c'est un film à concept, tu vois. Et j'ai adoré Inception, il est trop bien. Par contre, j'ai détesté Everything Everywhere All at Once. Je pense que de manière générale, les films à concept, j'ai un peu du mal parce que souvent ils se perdent un peu dedans. Et Nolan, c'est le spécialiste pour ça. Pour moi, la moitié de sa filmographie, c'est des chefs-d'œuvre et l'autre moitié, c'est des bouses énervante, tu vois, de branlette intellectuelle. Et du coup, non, à concept, je saurais pas trop dire. Je pense à un film depuis tout à l'heure, parce qu'il faut que je le cite dans chaque émission, mais c'est Once Upon a Time in Hollywood. Tu le classes dans quelle catégorie, ça? Parce qu'il n'y a pas de scénario, en fait. Ce film n'a pas de scénario, c'est juste une tranche de vie. Je suis pas d'accord avec ça, du coup. Moi, je trouve, c'est une tranche de vie, mais je trouve quand même qu'il y a un putain de scénario. Il y a un scénario, c'est un acteur qui a peur d'être has-been avec son cascadeur, et puis c'est tout, quoi. Oui, mais il croise tellement de monde et il y a plusieurs choses en même temps. Ça me rappelle un peu ce qu'a dit Cassandre tout à l'heure. Il se passe des choses, c'est pas un mec assis sur un canapé. Le scénario n'est pas le fait qu'ils aillent du point A au point B, mais c'est tellement riche en termes d'univers qu'en fait le scénario il est distillé dans tout l'univers qui est dit. J'ai adoré ton argument parce que maintenant j'ai envie de l'utiliser sur tellement de films, ce que tu as dit Cassandre, mais je vois plus ça, j'ai mis 10 sur 10 à Once Upon a Time in Hollywood. Je crois que c'est mon préféré de la filmo. Ah ouais, je l'ai vu 2 fois au cinéma. J'avais même gagné un t-shirt du film et tout. Ah, magnifique. C'est bien. Bref, j'adore ce film, je le trouve excellent, mais le truc c'est que je trouve que le scénario, moi je trouve qu'il est riche en fait. Et après je comprends ce qu'il veut dire. Il y a pas un scénario clair, tu vois. En fait, il y a pas de comme on disait The Purge, il y a pas de c'est pitch, facile en fait, simplement. En quelques mots, tu peux dire de quoi ça parle. Alors que si on te dit Once Upon in Hollywood, de quoi ça parle, bon, t'es obligé de développer un peu, quoi. C'est pas comme moi je vois Battle Royale, tu dis bon, on enferme des jeunes sur une île et ils doivent s'entretuer. Voilà, c'est simple. Voilà. Et ce genre de pitch, moi j'aime bien, ça me donne envie de voir le film, tu vois. Je dis putain, ça va être trop bien. Et puis après tu regardes le film et tu fais bon, ça... c'était pas ouf finalement. Il est trop bien. Le 2 est nul par contre. Non mais voilà, après t'as des trucs où le scénario vraiment c'est un pitch de base et tu vas te dire ok, qu'est-ce qu'ils vont faire avec. Après t'as des trucs, voilà, les trucs de Nolan et tout, Everywhere All at Once et tout, c'est des trucs tu peux pas l'expliquer aussi facilement. Ouais, j'avais la flemme de le dire. Et c'est pas des trucs que tu peux résumer aussi facilement. Tu veux dire ouais, ça parle de, il y en avait un comme ça. Alors ça fait un moment que je l'ai pas vu, mais je crois qu'au niveau du scénario il était assez perché aussi. C'était Sorry to Bother You. Et il me semble qu'il était pas mal. Et il me semble que niveau scénar il était bien perché aussi. Ouais. Moi, un qui m'avait beaucoup plu, c'est sur Netflix, mais qui a pas fait énormément de... Mais on l'avait vu avec... Enfin, toi, tu l'avais vu, Jérémy aussi, je vous avais dit, il faut que vous le regardiez, ce film. C'était Je veux juste en finir. Ah oui. Ah oui.
Celui-là, pareil, un niveau scénario pété et perché, tu fais, il faut s'accrocher. bien costaud, celui-là. Mais j'ai adoré ce film, l'ambiance de ce film, le truc. Et puis tu réfléchis pendant tout le long. Ce genre de film où tu réfléchis pendant 2 heures. Il y a même des moments où moi je me suis fait plaisir parce qu'il y en a qui aiment pas ça. Il y en a qui disent j'aime pas faire mes devoirs quand je vais voir un film et de devoir chercher sur internet pour comprendre la fin. Je crois que c'est Guillaume qui m'a déjà dit ça. Ça t'étonnerait de m'avoir dit ça ou non? Ça m'étonnerait pas de t'avoir dit ça. Après, c'est un truc. Enfin, je vais tout le temps me renseigner sur les films quand j'en vois un. Ok, donc, d'accord. Mais bon, bah alors, non, mais je sais que quelqu'un m'avait dit ça une fois. Qu'il dit si pour comprendre un film, t'es obligé de chercher ça sur internet, c'est que ton film c'est de la merde, quoi. En gros. Mais je trouve que c'est pas vraiment de comprendre le film. C'est moi, j'ai ma propre interprétation et de chercher sur internet, de voir d'autres qui ont vraiment fait des interprétations plus poussées quand c'est des films qui sont complètement métaphoriques, surtout, comme les films de David Lynch, Mulholland Drive ou quoi que ce soit, quand tu as envie d'aller un peu plus loin et que tu recherches un petit peu et tu vois des interprétations, tu vois des idées et tout peut coller, mais plusieurs personnes peuvent dire des choses complètement différentes et ça colle bien et tu fais putain, ouais, d'accord, c'est pas mal en fait, j'aime bien leur vision des choses. Un des plus marquants aussi sur ça, parce qu'il y a vraiment 2 grosses lignes directrices, c'était Mother de Darren Aronofsky, parce qu'il y a ceux qui vont voir plus le côté artistique et l'autre plus religieux, et chacun un peu a son interprétation du film, et c'est pareil, c'est encore un film à high concept, et tu te dis, voilà, ça parle de la création, mais tout dans une maison, quoi. Enfin, c'est assez fou, mais il faut s'accrocher. J'ai pensé à celui-là, et c'est vrai que moi j'accroche moins à ce genre de film, parce que justement... alors, le film en soi est cool, tu vois, visuellement et tout, il se passe des trucs. Et je profite quand même du film, j'aime bien ce genre d'ambiance. Mais je suis un peu frustré à la fin de me dire, j'ai rien compris. Et je vais aller regarder sur YouTube ce qu'ils disent les gens. Parce que... et d'un côté, je me dis, putain, quand je sors d'un film, j'ai envie d'avoir compris ce qui s'est passé, quoi. Et le fait qu'on doive me l'expliquer, ben, ouais, je trouve ça un peu dommage. Mais bon, après... Moi, il y a un petit côté interactif qui me plaît, tu vois. Genre, moi, je trouve qu'il y a un côté, vraiment, pour moi, c'est 2 catégories de films. C'est ce genre de film où, je ne sais pas si ça a un nom précis, mais pour moi, c'est des films métaphoriques, parce que c'est pas en soi que le scénario est compliqué. C'est en fait que c'est raconté d'une façon complètement voilà, c'est ça, différente, c'est plus dans la mise en scène que c'est travaillé que dans le scénario. Ouais, mais faut là avoir où la il y clé, a... faut savoir ce que c'est la métaphore. Exactement. Mais ce que je veux dire, c'est oui, voilà. Mais là où pour moi, là, quand on parle de Christopher Nolan comme un gars qui fait des scénarios compliqués, plus ou moins, hein, parce que je suis pas toujours d'accord, parce qu'il y a plusieurs films de lui que j'ai très bien compris sans aucun souci ou quoi. Batman, j'ai compris. Hein. Mais non, mais pas tous. En mais vrai... il y en a, c'est genre Tenet, c'est de la physique quantique. Mais si, je suis très net. Je suis d'accord, mais là, le truc, c'est que on est d'accord que par exemple, alors il y en a d'autres, hein, c'est juste que Christopher Nolan revient souvent dans le côté scénario compliqué, parce que pour moi, là, c'est vraiment des scénarios qui sont compliqués parce qu'ils sont fournis, parce qu'il se passe beaucoup de choses, parce qu'il y a plein d'informations et tout. Après, voilà, il y a le côté film métaphorique où en fait tu dois comprendre des trucs, mais qui sont pas forcément sur le scénario compliqué, quoi. Enfin, je sais pas si je me fais comprendre, mais c'est plus dans la mise en scène qu'on te montre où c'est un peu fouillis, ou parce que c'est voulu aussi que ce soit pas montré comme la vie de tous les jours. Mais voilà, je suis pas sûr que forcément le je sais pas si je suis d'accord avec toi. En fait, pour moi, du coup, le scénario reste compliqué dans ces conditions. Si le but du scénario c'est de te perdre à travers une métaphore, ben c'est le scénario qui est comme ça. C'est pas forcément la mise en scène, tu vois. Ben, je sais pas, parce que Mother, par exemple, ou quand tu vois le film, bah tu comprends pas forcément tout parce que tu sais pas forcément ce qui se passe à l'écran ou quoi. Mais une fois qu'on te raconte le pitch, bah, il tient en une phrase. C'est en fait la femme, elle représente la terre ou la création, et la maison représente la terre, et ça montre toute l'évolution de la terre avec les humains qui rentrent, qui vont sur terre et tout. Voilà, j'ai fini le pitch et c'est pas bien compliqué et c'est rapide à dire, tu vois. Mais pourtant, le film est hyper riche parce qu'il est montré d'une façon beaucoup plus poussée que juste montrer la terre avec les humains dedans, quoi. Justement, moi j'aime les films où je comprends rien tout le long, mais quand à la fin il y a un twist et il me dit c'est ça, et je fais ah oui, d'accord, et du coup j'ai envie de revoir le film pour revoir justement pour comprendre. Mais si j'arrive au générique et je dis quoi, et j'ai toujours pas compris, et là ça m'énerve. Tu dois adorer David Lynch, c'est pas du tout. Non mais voilà, t'arrives à la fin, tu es d'accord. Et du coup, je dois faire des recherches pour comprendre ce que je viens de voir. Pour moi, un film, ça devrait se... Et tu n'y arrives pas à te poser, à réfléchir pourquoi
Et est-ce que Quand je te dis, moi, je suis pas du tout dans l'analyse. J'arrive pas à analyser un film de cette manière. Et est-ce que tu arrives à t'imprégner de l'ambiance quand même? Tu vois, par exemple, d'un film comme ça qui va te dire où tu. C'est vrai qu'à la fin, tu n'auras pas compris. Justement. Mais tu te dis, mais quand même, Mother, j'étais pris dans le truc, même si j'ai rien compris. Tu vois. Est-ce que tu arrives à ressentir des choses devant les films? Je dis pas que j'ai pas aimé. Mother, je dis pas que j'ai pas aimé parce que j'ai aimé l'ambiance et tout, mais ça m'a frustré de pas comprendre. Et parce que justement, moi, ce qui m'a intéressé là, c'est plus l'ambiance, le visuel, tout ça. Mais au niveau de l'histoire, après, j'ai rien capté. Et il y a plusieurs films comme ça où je suis arrivé à la fin, et notamment les films de Quentin Dupieux, c'est un peu ça aussi. Tu arrives à la fin et moi, j'aime pas les fins ouvertes. Guillaume a l'air d'accord avec toi. J'aime pas les fins ouvertes, donc quand ça finit et que tu sais pas ce qui se passe ensuite, et ça m'énerve, je me dis, mais t'as eu la flemme de m'expliquer. Genre, le mec a fait un super film. Et ça finit, et il te dit, oh non, j'ai pas envie de faire de fin. Et du coup, c'est les frères Cohen in a nutshell. Hein. Ça, c'est genre No Country for Old Men, un film incroyable avec une des pires fins que j'ai vues de ma vie. Ouais. Vraiment, je déteste la fin de ce film. Qui me frustre justement pour ça. Ah ouais, bien sûr, ça je comprends. Mais ça, c'est encore autre chose. Les fins ouvertes, c'est encore un. Non, mais justement, je préfère qu'on me mette un twist à la fin plutôt que de me rien dire du tout et que je suis là, ouais, ok. Mais le truc, c'est alors, c'est bien qu'on parle de ça parce que c'est pas quelque chose que j'avais noté forcément dans mon plan, mais quelque chose qui peut être super intéressant à discuter parce qu'il y a un peu deux teams avec les fins ouvertes. Il y a ceux qui disent c'est génial, tu fais ce que tu veux avec ça. Et moi, je suis plus de cette team-là du coup. Je suis pas scénariste, c'est pas à moi d'imaginer la fin. Voilà, c'est ça. Et il y a ceux qui sont dans cette team-là, c'est un truc de flemmard parce que je savais pas comment finir, donc du coup, c'est vous qui vous démerdez avec cette fin. Et qu'est-ce que vous en pensez? Tiens, Thomas, qu'est-ce que tu penses, toi, de ce genre de film avec des fins ouvertes où voilà, c'est à toi de décider. Moi, j'aime bien ça, justement. Je trouve hyper intéressant de laisser le spectateur aussi un peu acteur du scénario, quelque part. De laisser le spectateur interpréter. Je trouve ça un peu dommage à un film quand il donne trop. Il pose l'histoire. Et voilà, c'est comme ça et pas autrement, et c'est vraiment comme ça que c'est fait, et ça finit vraiment comme ça. Alors, on s'éloigne presque du terme d'art finalement. Il y a plein de films cool quand même qui sont comme ça, mais ce truc c'est super intéressant quand il y a cette approche de voilà, on vous montre une partie de l'histoire, mais l'autre partie, c'est un peu comme quand on lit un livre. En fait, quand on lit un livre, chacun va lire un livre en s'imaginant les choses de manière un petit peu différente. On va s'imaginer les personnages différemment, on va s'imaginer le décor un peu différemment. Et je trouve ça intéressant dans le cinéma de faire cette même chose, quoi, de laisser l'interprétation un peu du spectateur, et de me dire peut-être que moi j'ai envie de me dire qu'après il se passe ça, et c'est cool, quoi. Là tu parlais d'art, justement, encore les films abstraits, justement comme Mother, c'est un peu comme des tableaux que tu peux interpréter toi-même, où tu te dis ok, moi il me fait penser à ça et tout, il m'évoque ça. Mais les fins ouvertes, pour moi, c'est comme si tu peignais la moitié du tableau et tu disais, voilà, devine ce qu'il y a après. C'est toi qui crée le reste du tableau. Mais non, mais ça c'est valable pour tous les tableaux du monde. Si tu peins un paysage, tu sais qu'en dehors du tableau, le paysage est continu. Pourtant, tu es en train de voir un beau tableau et il te plaît ce tableau. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe dans le tableau. Parce que forcément, dans un film, il se passe des trucs à côté. Il y a d'autres gens qui vivent, il y a la terre, il y a... Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe là, devant moi. Oui, mais les personnages que je suis. Le tableau, il choisit. Enfin, l'artiste qui peint le tableau, c'est pareil pour un réalisateur qui veut créer un film. Il veut te montrer une partie d'un monde. C'est-à-dire que s'il a la forêt devant lui, il va se dire, je vais pas peindre toute la forêt. Je vais montrer cette partie-là parce que c'est cette partie qui m'intéresse. C'est comme ça que je vois les films avec les fins ouvertes aussi. C'est que je me dis, le réal, il a voulu te montrer une tranche de vie. Mais après, t'es pas obligé. Par exemple, si par exemple le film suit un héros voilà, qui fait sa vie, à la fin, même si le héros meurt pas, tu dis pas ouais mais la fin elle est ouverte parce qu'on voit pas sa mort en fait. Non, parce que tu sais qu'il continue à vivre après le film. Moi je dirais que ça dépend. De façon générale, j'aime beaucoup les fins ouvertes, mais il faut que ce soit arrêté au bon moment. Comme là, je n'ai pas forcément d'exemple de mauvaises fins ouvertes, j'en ai pas qui me viennent en tête, mais si on prend Titanic et qu'on coupe le film au moment où ils sont tous les deux, où elle est perchée sur une porte qui flotte, et que le film s'arrêtait là,
je sais pas si le film aurait le même intérêt. Je sais pas si j'aurais aimé m'imaginer ce qui se passe après cette étape-là. Je me dis, ok, il est mort, il est pas mort, ils sont heureux. Enfin, là, pour moi, je l'aurais peut-être mis sur le dos de la flemmardise. Parce que je serais en mode, c'est quoi ton questionnement là? Pourquoi tu me fais m'imaginer à ta place qui est une histoire d'amour? Enfin, ou un drame, mais enfin, j'ai pas envie de le raconter, ça. C'est parce que là, tout est possible. Alors qu'à l'inverse, il y a des films comme par exemple Stalker, où pour moi, bah, la fin ouverte, à la fin, on a toujours en fait plein de questionnements. On ne sait pas quelle est la nature de la zone, on ne sait pas si tout le mysticisme autour de la zone, c'est une réalité, on ne sait pas si les personnages, si cette superstition qui porte un peu le film, justement sur la nature de la zone, si ils vont faire l'impact, s'ils vont pouvoir réaliser leurs vœux, en fait, en arrivant à l'endroit qu'ils veulent atteindre dans le film. Et en fait, tout ça, c'est complètement laissé en suspens. Mais ça va complètement avec le sujet du film qui interroge constamment la nature de la zone, qui interroge constamment, en fait, la nature de l'endroit dans lequel ils évoluent et qui laisse planer constamment ce mystère sur sa nature. Donc le fait que le film ait choisi de ne pas répondre à ce mystère, bah, en sachant que le mystère fait vraiment intégralement partie du film, qu'il est le propos du film, quelque part, ce mystère-là, eh ben, nous laisser des choix par rapport aux différentes pistes qui ont pu... nous mener justement à notre propre interprétation de la nature de la zone, là c'est intéressant. C'est intéressant, mais parce qu'il y a eu en aval ce questionnement qui fait partie du film, qui est posé par le film. Mais par contre, si le film il a une fin ouverte dans l'exemple que je donnais avec Titanic, là effectivement je n'en vois pas l'intérêt, parce que encore une fois, toutes les fins sont possibles, et à partir de là, ne pas m'en proposer, mais ne pas m'avoir donné non plus, comment dire, des indices pour les différentes pistes qui pourraient s'ouvrir à moi. Là, je pourrais partir du principe, effectivement, rejoindre le... bah là, c'est un peu flemmard, là, t'as juste pas fini ton histoire. Je rebondis sur ça, parce que tu te disais que t'avais pas forcément d'exemple de mauvaise fin ouverte, et alors, dans 3 films, on en a parlé d'un comme ça, où on s'était tous accordés à dire que la fin était très flemmarde, c'était Carnage. On trouvait que la fin était très flemmarde, je sais pas si vous vous en souvenez, en fait, ils ont pas vraiment réglé leurs problèmes, ils s'en veulent toujours, ils sont toujours dans la maison, et ça s'arrête. Et là, tu fais... Ok, donc tout le film où le but était de régler le problème, vous dites rien à la fin en fait. Et c'est vrai que ça, t'as senti le truc de je savais pas trop comment finir toute cette histoire et du coup j'ai rien mis, voilà. Et c'est vrai qu'il y avait ce côté un peu flemmardise, je trouvais, dans le film qui s'est ressenti énormément. Et à l'époque, bon, vous en souvenez peut-être pas forcément de la fin, mais je sais pas. Je me souviens qu'on était tous d'accord sur ça, quoi. Sur ce truc qui avait Après, il n'y a pas que la fin qui est pas bien, c'est encore autre chose. Ça allait. Non, mais ça allait avec le reste du film, je trouve. C'était logique que ça se finisse comme ça, en fait. Pour moi, ouais. Qu'est-ce que le film avait à proposer de plus? Pour moi, c'est pas vraiment une fin flemmarde ou quoi, c'est juste que c'était un peu logique. Je voyais mal comment le film pouvait finir autrement, quoi. Ils allaient pas faire comme par magie. Eh ben, j'avoue, on est tous d'accord. Allez, salut, bonne journée. Oui, non, bien sûr, mais sans aller jusque-là. Mais après, finir sur au moins finir sur un énorme conflit et on se barre tous, tu vois. Mais là, il y avait vraiment rien du tout. Oui, mais je me souviens que j'avais été un peu déçu, mais c'est vrai que le film m'avait pas marqué grandement non plus, donc c'est peut-être pour ça que je m'en foutais un peu, quoi. Après, oui, je rejoins juste Guillaume sur le fait que pendant le film montre qu'il n'y a pas d'avancement avec justement le fil rouge de l'histoire. Et en fait, le film est jusqu'au boutiste dans le sens où même à la fin, on te montre que bah en fait non, pendant tout le film, les parents qui essayent de régler le conflit en question, bah, ils n'arrivent pas à le régler parce qu'ils avancent pas, parce qu'ils cherchent plus à se faire la guerre qu'à faire avancer les choses. Et du coup, bah à la fin, bah ils y arrivent pas. Et du coup, c'est le même. On en est au même stade que aux 5 premières minutes du film, quoi. J'ai pas vu le film Carnage, mais par contre ça m'a rappelé un autre film que je rentrerais dans cette catégorie, c'est La Plateforme. Je trouve que c'est un film qui a pas une bonne fin. Et parce que c'est pareil, le film pose beaucoup de questionnements et se donne pas vraiment la peine de donner des vraies pistes de réflexion sur sa résolution. Et que moi j'ai bien... je n'ai pas trouvé la fin excellente, mais j'ai trouvé le côté on n'y réponde pas, ça m'a rappelé un peu Cube, en fait. Cube, tu vois le mec sortir du cube et ça s'arrête. Et on t'explique pas pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, machin. Tu le vois juste partir. Et ça m'a rappelé vachement cette fin, La Plateforme. Ouais, mais vraiment là, ça. C'est la gamine, elle remonte, ça s'arrête et puis c'est pas grave, je me dis, tu vois. Ouais, ça me dérange moins parce qu'il est arrivé au bout de sa quête. Ouais. Ça me dérange moins là parce que justement, il a fini le cube, il est sorti et c'est tout ce qui importe. Et, mais dans La Plateforme, je m'en fous de sa vie après. Et La Plateforme, c'est un peu ça aussi. Ils atteignent leur objectif, mais voilà, la vie après, ça m'intéresse moins. Mais quand il me dit pas, genre, par exemple, je sais pas, en plein milieu du cube, ça s'arrête,
Oui, mais ok, mais est-ce qu'ils vont sortir ou pas? Est-ce qu'ils vont survivre? Est-ce que tu vois? Bah, pour moi, j'imagine un monde parallèle où Titanic s'arrête juste avant qu'il percute l'iceberg et on sait pas est-ce qu'ils vont mourir ou pas. On perd le droit devant. bah autant je trouve que ça, enfin pour le cube, moi je le rapprocherais plus de Stalker justement avec tout le mystère qui plane sur le cube, sur sa nature, sur son questionnement, le fait que le film repose sur ces questions et qu'il choisit de pas y répondre. Pour moi, de pas révéler la nature du cube, ça marche mieux. Alors que le plateforme, c'est l'inverse. On a très bien conscience de ce qu'est la plateforme. C'est une expérience sociale. On voit qu'ils sont en train on comprend comment fonctionne l'expérience. Il n'y a pas de vrai mystère autour. Le seul mystère qui est posé, c'est comment est-ce que leur tentative, c'est-à-dire le fait de laisser un dessert, de laisser un plat qui est intouché et qui va revenir, comment est-ce que ça va être interprété au sein de cette expérience? C'est ça le questionnement du film, pour le coup. Il n'interroge pas sa nature, son contexte ou quoi que ce soit. Et du coup, là, j'ai trouvé gênant qu'ils y répondent pas. Parce que, justement, déjà parce qu'il n'y a pas d'interrogation ailleurs. La plateforme n'est pas un mystère. On sait très bien le pourquoi. Mais du coup, cette expérience sociale, on a envie de savoir un peu qu'est-ce que cette donnée aurait amené, en fait. Qu'est-ce que le fait de ramener, de préserver ce seul plat, ce seul et unique plat, à travers la gamine qui renvoie, comment est-ce que ça va être pris? Est-ce que ça va être, est-ce qu'ils vont s'en foutre parce qu'au final l'expérience est un prétexte? Est-ce qu'au final, au contraire, ils vont y voir une forme de révélation et que du coup cette révélation, elle va être prise au sein de cette expérience comme étant une résolution qu'ils attendaient? C'est-à-dire de savoir, ouais, en fait, on voulait que les gens fassent ça, ou au contraire, on s'y attendait pas. Enfin, pour moi, toutes les questions que j'aurais envie de me poser, le film a choisi de s'arrêter avant de répondre à quoi que ce soit. Et du coup, là, pour le coup, c'est une frustration pour moi. Parce qu'en plus, il n'y a pas de piste de réflexion sur cette question-là. Alors que, justement, elle porte tout le film à partir du moment où ils ont ce projet. Où ils ont le projet de préserver un dessert pour le renvoyer à l'endroit d'origine. Eh ben, tout le film repose sur ce qui va se passer après. Mais le film ne va pas y répondre, et ni même, comme j'ai dit, proposer des pistes qui vont dans ce sens. Et le pire, c'est qu'il y a un 2 qui est sorti, et dans le 2, ils répondent pas du tout à ça non plus, quoi. Ils ont fait un autre truc avec un autre concept. Si, il est cool aussi, il est sympa, quoi. Il est fun. Tu t'amuses toujours, quoi. Le premier, je l'ai vu 2-3 fois parce que je l'ai bien aimé, mais alors le 2, j'ai même pas forcément envie de le revoir. J'ai pas vu le 2. Mais bon, tout ça pour dire que le 2 ne répond même pas à ça. Donc c'est-à-dire qu'ils ont fait une suite, mais ils disent pas les conséquences de ce qui s'est passé à la fin non plus. Ouais, bah du coup, je pense que je serais... Enfin, à part si le film a un autre sujet, si lui, il s'intéresse pas à ces questions qu'il a amenées. C'est pour ça que je dis l'état de fait, en fait, c'est pas tellement gênant. C'est pas qu'est-ce qu'on va me donner comme réponse, ce qu'on va pas me donner. Ça dépend aussi de la force que la question a eu pour moi. Et est-ce que je vais préférer le mystère ou est-ce que je vais pas le préférer? Dans Cube ou dans... c'était quel film qu'on citait juste avant? Dans la le plateforme. même, Stalker aussi, j'avais cité. Voilà, Stalker et Cube. Eh ben, c'est deux films où j'ai bien aimé qu'ils n'y répondent pas parce que, comme j'ai dit, le mystère est intrinsèquement lié en fait à la façon dont on appréhende l'univers entier. Parce que l'univers de la zone, parce que l'univers du cube, en fait, est tellement plus fort, tellement plus impactant si on ne sait pas, que quelque part, toute réponse serait forcément décevante. Et c'est en ça que j'aime bien qu'ils répondent pas, des fois, parce qu'en fait, le fait que la nature des choses nous échappe, ça peut vraiment faire partie de notre expérience, de la façon dont on va appréhender cet univers. Et comme je dis, ce qui, pour moi, n'est justement pas le cas de la plateforme. Donc, Okay. si je devais Pour ça que le cube, je considère pas ça comme une fin ouverte. Moi. Après, oui, c'est un peu ce que j'ai envie de dire depuis tout à l'heure. Il y a aussi une différence entre fin ouverte et mauvaise fin. C'est deux choses différentes. Et du coup... Enfin, il y a moi-même qui ai tendance à bien aimer les fins ouvertes parce que justement j'aime bien justement le côté, oui, comme disait Mick, le côté interactif du film où on te dit, bah voilà, t'as vu un film, maintenant tu peux aussi participer et donner ta petite touche au film et t'imaginer ce que tu veux après. Mais même dans les scènes ouvertes que je trouve bien, c'est comme tu dis, Jay, c'est qu'il y a quand même une... Même dans pour moi, la bonne scène, j'allais dire scène ouverte, la bonne fin ouverte, c'est une fin ouverte, mais qui a quand même une fin de quelque chose. Après, oui, il se passe, tu sais qu'il se passe autre chose après le film, mais c'est moins dérangeant. Après, il y a aussi des films où tu sens vraiment que... Enfin, j'ai pas forcément d'exemple en tête, mais je sais qu'il y a des films où je les ai finis et je me suis dit, là, c'est clairement de la finantise. C'est clairement, le mec avait la flemme de finir le film, mais c'est ça après, c'est plus une mauvaise fin qu'une fin. Quand tu passes tout le film à te dire putain qu'est-ce qui se passe et tout, et que au moment où tu vas avoir la révélation ou quoi, et ben ça coupe juste parce que pas envie d'expliquer,
voilà, moi ça m'ennuie. Bah, j'ai un exemple parce que je sais que c'était toi qui m'avais dit ça, Jay, justement sur le premier Joker, où tu m'avais dit que tu aurais aimé voir après le fait que justement il devienne Joker. Et Bon, tu trouvais peut-être que le film s'arrêtait un peu trop tôt. Mais là, moi, justement, je trouve que justement, en fait, le film, c'est comment le Joker est devenu le Joker. Une fois qu'il répond à cette question, le film se finit et il a répondu à la question initiale à laquelle il avait prévu de répondre. Pour ça que moi, après, surtout que le Joker, voir genre une demi-heure de film de plus où tu vois Joaquin Phoenix qui devient le Joker, je veux dire, on en a vu. Faut arrêter de faire des films sur le Joker, il y en a plein. Et voilà, on le connaît, le perso du Joker. Par contre, le fait de se dire comment il est devenu le Joker et de créer une origin story en essayant d'être le plus original possible selon la vision du réalisateur, ça je trouve intéressant justement de s'arrêter au commencement. Je trouve aussi que c'est une façon d'après. Ouais, mais bon, la fin, quand tu le vois sortir de l'hôpital et tu te dis ah ouais, mais putain, même c'est maintenant que j'ai envie de voir ce qui va se passer, tu vois. C'est maintenant qu'il a pété un câble. Je suis d'accord avec Benjamin, c'est exactement comme La Conquête, le film sur Nicolas Sarkozy qui parle de sa campagne et ça s'arrête quand il devient président. On le voit pas président après. Mais nous on l'a vu donc. On l'a vu pendant 5 ans donc. Non mais alors pour Joker 2 pour le coup je sais pas si je vais pas spoiler parce qu'il y en a qui l'ont pas vu du coup, mais du coup je trouve que c'est cohérent. Est-ce que vous avez d'autres arguments, d'autres choses qui vous tient à cœur que vous aimeriez partager? Je crois que Guillaume voulait réagir sur les fins ouvertes, il a pas donné son avis. Oui, c'est vrai, je t'ai vu plusieurs fois lever la main, Guillaume. On va laisser parler Guillaume, parce qu'il y a plusieurs fois que tu voulais dire des trucs. Et j'avais donné la parole à... Oh là, mais non, c'était il y a longtemps, c'était l'histoire du tableau et tout. C'était avant-hier, je crois. Ouais, donc, ouais exactement. Non, mais c'était pour revenir sur l'analogie du tableau, mais je sais même plus ce que je voulais dire à ce moment-là. Non, mais j'étais d'accord avec Jérémy en majorité, parce que je suis d'accord avec Benjamin dans le sens où ce qu'il y a autour du tableau, on l'imagine, ça, il n'y a pas de problème, mais c'est déjà ce qui se passe quand on finit un film. Quand c'est un happy ending, quand tu as une fin fermée, voilà, le tableau, il est fini et on s'imagine tout ce qu'il y a autour. Mais le problème, c'est comme si tu peignais la Mona Lisa, la Joconde, et que voilà, tu faisais tous les détails tout autour et tu laissais un rond blanc au milieu du visage. Non, en fait, finis-le, ton putain de film. Je sais pas. Et alors, des fois, je trouve qu'il y a des fins ouvertes qui peuvent marcher. Donc qu'est-ce qu'une fin ouverte? Après, c'est surtout ça la définition, mais la plupart du temps, les fins ouvertes, moi, ça me rend fou. Et des fois, j'ai pensé à Insidious quand tu as parlé de fin ouverte. La fin du premier Insidious, dont on a parlé dans un podcast là récemment, la fin du premier Insidious, moi je l'adore parce que c'est la fin ultra ouverte, mais c'est un cliffhanger pour le deuxième film, parce qu'il y a une suite, si tu veux. Donc c'est pour ça, et ça m'aurait vraiment fait chier que le film s'arrête sur le cliffhanger à la fin du premier en fait. Ah oui, et qu'il n'y ait jamais de suite. Voilà, et qu'il n'y ait jamais de suite. Mais c'est ça, oui, le cliffhanger c'est intéressant quand il y a une suite, mais s'il n'y en a pas, c'est là que c'est embêtant. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord pour Insidious parce que bon, ayant vu le 2 en plus, j'aurais bien aimé que ça s'arrête. Franchement, ça aurait pu terminer sur ça, sur le fait que tu te dises ah merde, finalement ils ont ramené la menace à la maison. Mais moi je trouve ça marche. C'est même presque très cliché finalement, mais de finir sur le truc du ouais, mais je trouve ça on croyait que c'était fini, mais en fait non. Il l'ait montré, c'est trop bien, je trouve. Et c'est ce que j'ai envie de voir en fait, parce que le cinéma c'est montrer des choses, et c'est pour ça que j'ai envie de voir ces choses-là. C'est pour ça que j'encourage les suites, encore une fois. C'est parce que moi je veux continuer à voir des films avec des Terminators, avec des aliens, des trucs comme ça. Mais non, mais les suites, quand on arrive au 7 ou 8, faut arrêter au bout d'un moment. Moi c'est ça le problème que j'ai avec les suites, c'est que le 3/4 du temps, l'avis que j'ai, alors je fais pas, faut pas que je fasse de généralité, mais c'est souvent ce que je me dis quand je regarde des suites et que tout le monde est d'accord avec moi parce que tout le monde se dit que les suites c'est de la merde. C'est que ça n'apporte rien au premier, et du coup au mieux les gens sont contents parce que le 2 c'est le 1 mais en moins bien, mais du coup c'est pareil que le 1, alors du coup les gens sont un peu contents parce que c'est un peu pareil que le 1, mais bon, tout le monde s'accorde à dire que le premier il est mieux. Et là, bon, en l'occurrence, on parle de Insidious, et pour moi, c'est le cas pour Insidious. C'est-à-dire que, à la fin du 1, il y a un cliffhanger, et du coup, on te fait le 2, mais le 2, c'est pareil que le 1, et du coup, tu dis, oui, bon, après, si c'est pour faire exactement la même chose, faites pas de suite, faites juste, imaginez-vous votre fin à vous, mais c'est pour ça que on en revient au concept des fins ouverts. C'est que moi, je préfère m'imaginer la suite Insidious 2 à moi, qui est mieux que le vrai Insidious 2, du coup.
Après, ce qui est particulier avec Insidious, c'est que tu sens que ça a été écrit pour être en plusieurs parties. Ouais. Tu sens que le film a été déjà de base, il s'est dit je vais faire. Sûr, hein. Mais je trouve que c'est mal foutu quand Bah, même. ouais, Tu vois, parce parce que j'ai pas aimé le 2 non plus. Mais c'est vrai que tu sens qu'il avait prévu de faire le 2 quand il avait fini le 1, de Je toute sais façon, pas. dans tous les cas. Allez, et, on va arrêter de parler d'Insidious, que ça va me chauffer là. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut rebondir sur autre chose, un autre film, quelque chose qui l'intéresse ou... Moi, j'ai un film auquel je pense depuis tout à l'heure, parce qu'on parlait des concepts un peu fous sur le papier et qui nous déçoivent un peu quand on voit le film. Et après, j'ai un film qui me reste en tête là, depuis tout à l'heure, qui est un peu le contraire de ce genre de film. C'est le contraire, c'est le genre de film où tu lis le scénario et tu te dis, mais ça, où va le film avec ce scénario? C'est vraiment, ça n'a pas l'air ouf. Et en fait, par la mise en scène, le film réussit à s'en sortir. Et j'ai 127 heures en tête, par exemple, où, alors c'est pas forcément un chef-d'œuvre, hein, j'ai quand même bien aimé ce film sans forcément que ce soit mon film préféré, mais je me rappelle de ce truc-là, de me dire, bah oui, en fait, quand tu sais gérer la mise en scène, la réalisation et tout ce qu'il y a autour, tu peux montrer un gars qui est coincé sous un rocher pendant 1h30 et tu t'ennuies pas, quoi. Et ça, c'est vraiment c'est encore une fois le truc de se dire, tu peux avoir un scénario très fourni, mais si tu le montres mal, tu vas finir par t'ennuyer. Et à côté, t'as des scénarios où t'as l'impression que ça va être ennuyant quand on te le dit. Mais quand tu te démerdes avec la mise en scène. Je l'ai pas vu 127 heures, mais est-ce que ça, Moi non entre plus. guillemets, triche? J'ai pas envie de dire tricher, mais est-ce que ça joue avec les flashbacks ou est-ce qu'il n'y a pas de flashback du tout et tout se passe vraiment au rocher, quoi? C'est pas vraiment des flashbacks. Il y a plus une histoire de trucs qui se passent dans sa tête, mais c'est pas vraiment des D'accord, flashbacks. ok. Mais du coup, moi, je me suis pas ennuyé une seule seconde devant 127 heures, alors que voilà, le gars ne bouge pas et il est coincé, quoi. Et là aussi, c'est encore une certaine prouesse de regarder un film en sachant comment il va finir, mais de quand même être pris dedans, quoi. Et là, du coup, encore une fois, on passe par la mise en scène et par la façon de raconter la chose plutôt que ce qui est raconté, quoi. Ça me fait penser juste ce que tu me dis comme concept. J'ai oublié le titre de ce film, mais en gros, c'est des filles elles montent sur une grosse antenne et elles restent bloquées en haut. Folle, The Fall, c'est ça? J'étais Folle, pas je sûr crois que que c'est juste ça. Folle. Folle. Oui, Et bref, du coup, c'est Folle. voilà, au niveau des concepts très simples comme ça, mais qui pourtant, tout le long, il te tient, tu vois. En fait, comme on dit, il y a des films. Tu l'as vu celui-là, du coup? Ouais, je l'avais bien aimé. Il faut que je le voie, mais... ouais. Et il y a des films où on te sort le concept et tu dis, ouais, ça va être incroyable, et en fait, t'es déçu. Et il y a des films autres comme ça où tu te dis, mais je vais me faire chier de fou. C'est 1h30 sur une plateforme en l'air où elles font rien. Et en fait, non, c'est super intéressant parce qu'il se passe des trucs, en fait. Et donc, tu vois, des fois, tu t'attends à rien et finalement, t'es content. Et c'est souvent, comme on disait, ce côté huis clos. Ça marche, c'est comme le film Buried qui te passe tout dans et ils y arrivent toujours à te faire l'attention. Ou alors, 47 Meters Down. exactement dans le même genre que The Fall, là, c'est le. 47 Meters Down. C'est quoi celui-là? C'est de la plongée, c'est la même chose que Fall, mais c'est de la plongée de meufs qui sont coincées sous l'eau. Ah ouais. Alors moi non, je pensais à la nana coincée sur son rocher alors qu'il y a un requin. Crawl. Elle est juste au bord. Ah oui, instinct de survie. C'est pas Crawl? Hein? Instinct de survie. Non, pas Crawl. Crawl c'est crocodile. Oui. Mais c'est le même Ah oui, principe. Mais c'est le même principe aussi. Ah bah c'est donc avec dans Blake une cave. Lively, non? Blake Lively. Et, Blake Lively, ouais, C'est c'est ça. instinct de survie. Ah, instinct de survie, ouais. Instinct de C'est survie. sympa aussi, tu vois, ça passe tout seul. c'est C'est sympa. pas exceptionnel du tout, mais ça. Je me suis pas fait chier non plus, tu vois. J'ai trouvé ça moyen, mais sympa. Tu avais demandé de donner des exemples de films qui nous avaient marqué par rapport à leur scénario. Moi, j'avais Mademoiselle de Park Chan-wook, que quand je l'ai terminé. Voilà. Autant au niveau réel, je me souviens pas de scènes marquantes de réalisation. En fait, il est marquant dans sa réalisation dans le sens où c'est un film quand même qui a pas mal de scènes érotiques. Et Oui, elles sont, voilà, mais elles je sont veux dire, il y a filmées pas de façon très personnelle avec des gros Ouais. plans, des bruitages, des machins. Et c'est surtout dans ça, je trouve, la réalisation qui est Oui, assez mais je veux folle. dire, il n'y a pas des trucs de fou, tu vois, comme on pourrait s'imaginer sur des films vraiment beaux visuellement et tout. Mm. Mais pour le coup, ouais, le scénario, pendant tout le long, Et j'ai été incroyable. pris et je suis arrivé à la fin, je fais ah ouais. Putain, même Benjamin qui aime pas les films coréens, celui-là, Ouais, c'est non, passé celui-là, quoi. j'ai beaucoup aimé. Oui, non, Donc vraiment. voilà, donc celui-là, je voulais le mentionner parce que je l'avais beaucoup aimé au niveau de son scénario. Alors moi c'est vrai que si vous avez tous un petit exemple, n'hésitez pas. Moi c'est vrai que celui que je vais choisir c'est un peu ma base, mon film on va dire. C'est très cliché, c'est un peu le film préféré de tout le monde, mais voilà, c'est The Truman Show.
qui a un des meilleurs scénarios du monde et en plus une putain de réalisation. Parce que l'idée d'avoir plein de points de vue différents et de caméras différentes, genre là en fait tout est filmé, tu sens que c'est filmé à travers la caméra qui est accrochée sur la médaillon d'un chien, et voilà, et tu sens le côté caméra cachée partout dans le film, et ça c'est très bien foutu. Mais au-delà de ça, c'est son scénario, évidemment son scénario est brillant, du début à la fin, et c'est incroyable d'avoir eu cette idée-là et de l'avoir mis en scène comme ça, quoi. Enfin, pour moi ce film est ouais, un des meilleurs scénarios de ma vie, quoi. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont un peu le film ultime, qui pour vous, vous dites ça c'est ce film il brille par son scénario, on va dire pour conclure, quoi. Moi je pense à Matrix. Ok. C'est quand même un concept ça, vraiment très poussé et je l'ai vu enfant, c'est vrai que j'avais pas compris grand chose. Après, adulte, j'ai compris un peu plus tard toute l'allégorie derrière et non, je le trouve vraiment très, très poussé, quoi, quand même. C'est un film qui me marque, vraiment, ça fait partie des films qui me marquent dans ma vie quotidienne et je crois que ça a vraiment marqué toute une génération et ça, c'est vraiment encore aujourd'hui, tu as toujours des gens qui sont... c'est vraiment des vrais débats, quoi, c'est vraiment des vrais débats. Est-ce qu'on vit pas dans un monde parallèle, c'est vraiment des concepts vraiment philosophiques qui sont toujours présents et au-delà des scènes d'action où quand j'étais petit je voyais que ça, les scènes d'action, et puis après plus tard j'ai vu en fait c'était pas que ça, en fait c'est pas que ça Matrix, c'est pas juste le mec qui vide des balles, non ça va plus loin. Moi il m'a beaucoup marqué sur son scénario, Matrix, et pourtant je suis pas forcément fan de la science-fiction, genre Star Wars j'aime pas plus que ça, mais Matrix pour le coup c'est vraiment mon film de science-fiction préféré, vraiment il m'a énormément marqué. D'autres personnes? Déjà, moi, Matrix, je rejoins complètement. Hein. Mais je rajouterais aussi Premier Contact, qui j'avais déjà cité comme étant un de mes films vraiment phares, un de mes films favoris, mais je trouve le scénario, il est ouf, en fait. Vraiment, que ce soit dans l'histoire qui nous est vendue de départ, telle qu'on la prend, ou que ce soit après dans son twist, entre guillemets, mais qui fait revoir tout le film dans un ordre, dans une compréhension différente, je le trouve vraiment très bien pensé. Et que ce soit en termes de... même son fond philosophique, en fait, il a été très, très poussé, toute l'analyse du langage qu'on a à travers, en plus, le film, qui pousse bien, qui développe bien, en fait, la façon dont ça influence notre perception, et à quel point ça influence notre perception. Et il a magnifiquement traité son sujet, je trouve. Ouais, moi je trouve que c'est un film assez érudit d'ailleurs par rapport à ça, comme je disais, par rapport au langage ou quoi que ce soit. Quand tu te dis c'est intelligent, parce qu'il y a des gens, elle-même, c'est vraiment son métier. C'est-à-dire que en gros, tu ne comprends pas un langage, comment tu fais pour le comprendre? Et l'analyse de tout pour essayer de comprendre un langage, tu t'es dit c'est incroyable. Enfin, pour moi c'est un film de linguiste, ce truc-là. C'est un truc pour les profs, quoi. Mais c'est excellent. Moi il me fascine ce film. Pas que de linguiste d'ailleurs, la façon dont il traite philosophiquement le sujet du langage à travers, comme les exemples qu'elle donne, à travers le jeu, qui fait que les Chinois qui utilisent le jeu du Mahjong, je crois, pour communiquer avec leurs octopodes, c'est très intéressant parce qu'elle amène justement le fait que toute interaction sera transformée en conflit à travers ce choix-là, en fait. Et de montrer que la base du langage qu'on utilise influence toutes les interactions qu'on a avec les autres, mais aussi toute notre perception du monde en amont, c'est brillant. Un film sans scénario qu'on n'a pas cité, sans scénario, très basique, mais on n'a pas cité. Il y a deux films aussi qui me sont chers. Il y a Gravity, où le scénario est très simple, et que je trouve pour le coup a énormément plu en plus. Et Gravity, c'est... déjà, l'atmosphère en soi, ça me parle forcément. Et ça rejoint un peu ce qu'on a dit avant sur... je dis pas que c'est une fin ouverte ou quoi, mais le côté... Avec les fins ouvertes, du coup, ça amène l'acteur à interpréter un peu comme il veut la suite, etc. Et là, je parle plus d'éléments dans les films où du coup, tu vas t'imaginer qu'est-ce qui va se passer pour la personne après. Par exemple, là, dans le film Gravity, ce qui m'a marqué, qui m'a vraiment fait peur, c'est le personnage que joue George Clooney, quand il est balargué dans l'espace, hors vaisseau. Et tu dis putain, le mec il est vraiment perdu dans l'espace,
et putain, qu'est-ce qui. Enfin, et juste, tu vois pas ce qui se passe après. Genre, tu verrais ce qui se passe après, ça serait. Enfin, ça perdrait. Pourtant, c'est du cinéma, cinéma, c'est l'image, ça montre. Mais justement, le fait de pas montrer, de juste le montrer, voilà, être complètement éjecté comme ça dans l'espace, dans le vide, et de pas montrer du coup après ce qui devient, je trouve ça plus terrifiant, beaucoup plus terrifiant. Et c'est plus terrifiant même que, voilà, que je sais pas, des monstres dans des films d'horreur ou quoi. C'est vraiment ce côté de pas montrer, de t'imaginer, oh putain, c'est psychologique en fait. T'as même pas peur pour sa souffrance physique, t'as peur, c'est juste le concept d'être perdu dans l'espace. D'ailleurs, enfin, ouais, là, c'est le fait de pas montrer, c'est souvent le cas dans les films d'horreur, c'est que quand tu imagines le monstre, que tu le vois vite, tu vois juste des ombres ou quoi, c'est flippant. Et dès que tu vois le monstre en vrai, ouais, c'est toujours décevant. T'as plus peur, tu le vois. Ouais, c'est exactement ça. Puis après, il y a un autre film qu'on n'a pas cité, c'est The Revenant. Et je sais, j'ai déjà eu des personnes qui m'ont dit ouais, bon, Revenant, en fait, il n'y a pas d'intrigue, du coup, bon. Et là, je réalisais de me dire. Moi, j'aurais plutôt en dit, fait, je m'en fous. Il n'y a pas de rythme dans ce film. C'est un peu le rythme. Je me suis fait chier. D'accord. En fait, en fait il est brillant par sa mise en scène, évidemment. De toute façon, il tout, il est très fort. Ouais. Mais je me suis beaucoup fait chier. Okay. Ah oui, non, mais après, il plaît pas à tout le monde. Mais tout repose sur vraiment l'atmosphère. Tu suis le personnage tout le long. Et moi, comment il prend son temps, j'aime bien. Évidemment, forcément, le fait que tout soit été filmé en lumière naturelle, je trouve ça brillant et l'image est vraiment super belle, c'est magnifique. L'image est magnifique. Rien que la scène du début, là, en plan séquence, c'est beau, quoi. Et puis, t'es vraiment dedans, c'est bien fait. Tu sens un moment, même la scène avec l'ours, j'ai pas l'impression que c'est fait en image de synthèse, quoi. J'ai l'impression que tout est vrai, quoi. Et voilà, moi ça m'a beaucoup plu malgré le fait qu'il y ait très peu de scénario et en effet pas d'intrigue, mais là on s'en fout l'intrigue quand du coup l'image est brillante, l'atmosphère est réussie. Et toi, Benjamin, par exemple, tu as un film donc, où le scénario que tu trouves brillant de A à Z et tu adores j'avais honnêtement j'avais pensé à The Truman Show, mais tu as tout dit, donc c'est vrai que je sèche un peu. Pareil. Tu veux pas revenir sur Titanic un peu Non, mais en vrai, moi, j'y ai pensé parce que justement, je trouve que le génie entre guillemets de Titanic justement, c'est de développer justement le scénario sur un truc qui est le point le plus important du film, mais c'est pas sur ça qu'on va se concentrer. Et ça, je trouve ça très bien foutu de se dire que le film dure 3 heures et que le truc que tout le monde attend, ça arrive à la deuxième heure du film, enfin à la troisième, enfin la dernière heure du coup, et que pendant 2 heures tu vois un vrai film d'amour avec qui amène pas juste une histoire d'amour lambda, c'est parce que ça parle aussi de la société, des couches sociales et tout, de voilà tout ça, donc évidemment c'est du génie. Et puis même voilà, on te montre parce que ça revient à ce qu'on disait aussi au début sur le scénario, qui n'est pas juste l'histoire, c'est aussi écrire le film et le déroulement du film, même quand l'histoire n'avance pas plus que ça. Mais voilà, tout ça pour dire que même la dernière scène et la dernière heure du film où c'est juste un bateau qui coule, il faut quand même l'écrire et ça reste du scénario. Et encore une fois, voilà, on voit juste un bateau qui coule pendant 1 heure, on pourrait dire c'est très long, mais vu qu'il se passe plein de choses qu'on a écrit au préalable, ça passe tout seul, quoi. Sinon, j'avais pour finir avec Jim Carrey un film que qui n'est pas forcément dans mes films préférés, mais je l'ai revu il n'y a pas longtemps, c'est The Eternal Sunshine of the Spotless Mind, où là aussi on a un scénario assez consistant, justement, qui nous fait aussi poser des questions sur les souvenirs, sur la mémoire, tout ça, donc c'est aussi très intéressant. Le concept en fait de film qui nous fait poser des questions après le film, je pense que c'est surtout ce que je cherche dans les films avec des scénarios qui m'ont marqué, c'est plus ça, c'est plus ce côté... le film me fait me poser des questions et à la fin du film je me pose encore des questions et je repense au film en me disant qu'est-ce qu'il a voulu me dire, enfin même si on parle pas forcément de fin ouverte ou de film métaphorique comme qu'on évoquait tout à l'heure, mais voilà, même si le film me dit ce qu'il a à me dire,
puis tu finis en te disant, bah, voilà, le film a voulu me délivrer un message et m'amener toutes les questions qui vont avec, quoi. C'est là que c'est pour moi important, quoi. Dans ce genre de film, je pense, j'avais oublié de le mentionner, mais l'effet papillon, c'est comme un film à scénario. Là, pour le coup, sans le scénario, c'est pas grand chose, mais c'est vraiment le scénario qui fait tout. Oui, bien sûr. La réalisation, voilà, elle est correcte, mais il n'y a pas de fou non plus. Mais le scénario est vraiment fou, quoi. Évidemment. Et ce genre de film, comme Benjamin dit pour l'autre film, tu finis le film et tu peux pas t'empêcher du coup de t'imaginer toi ta propre vie. Attends, alors du coup chaque chose que bon, après ce film, vraiment les jours qui ont suivi, j'arrêtais pas de me dire putain, attends, si je pars 10 minutes plus tard, du coup peut-être que là j'ai évité ça. Et encore aujourd'hui, des fois ça m'arrive de vraiment penser à ce concept-là d'effet papillon, de se dire que tout ce qu'on fait, si on l'aurait fait autrement, peut-être que ça aurait pu changer telle chose. Enfin, ça. C'est vrai. C'est le film je trouve qui marque, quoi, pour ça. Ça m'énerve de pas y avoir pensé d'ailleurs. Des choses que t'as pas fait aussi. Ça te fait penser aux choses que. Peut-être tu te dis, putain, si j'étais sorti ce soir-là, peut-être j'aurais rencontré la femme de ma vie. Tu sais, Et, ou peut-être si j'étais pas allé à cette soirée, je l'aurais pas rencontré. Tu vois. Exactement. Et toi, Guillaume ? En fait, le problème, c'est qu'à chaque fois que je me dis, ah ouais, ce film, il a un bon scénario et tout, je me rends compte que je l'aime pour beaucoup d'autres raisons, souvent. Et c'est pour ça, je trouve que les seuls films, où le scénario est vraiment marquant, ouais, c'est ce que j'ai dit, je pense que celui où ça m'a le plus marqué, et ça me surprend un peu moi-même de dire ça, mais c'est Marie à tout prix, quoi. Donc j'en reviens là, mais il y a plein d'autres films, même M. Night Shyamalan, il y a plein de films où en fait c'est même pas forcément le scénario qui m'a plu, parce que moi j'ai découvert Sixième Sens très récemment, et évidemment on m'avait spoilé 18 fois la fin, donc je savais très bien comment ça allait finir, et au final je m'en foutais un peu du twist final, quoi, parce que j'ai juste passé un bon moment devant le film, et c'est pour ça je trouve que avant j'étais vraiment persuadé que le scénario jouait à 80% dans la réussite d'un film, et en fait je me rends compte que pas spécialement, quoi. Je me rends compte qu'assez peu, et ça dépend en fait de ce que tu vas voir. Mais il y a des fois tu vas voir des films juste pour l'ambiance et tu te rends compte que voilà, le scénario est un peu classique, tu t'en fous, t'es pas là pour ça. Et il y a d'autres fois tu te prends une claque niveau scénario, mais c'était surtout dans les années 90, je trouve, avec Usual Suspect, les films comme ça, quoi. Aujourd'hui c'est moins le cas, j'ai l'impression. Après, ça dépend, hein, mais ouais, je crois que je suis pas super sensible au scénario, beaucoup moins qu'avant en tout cas, aujourd'hui. Eh bien, nous allons conclure sur ça. Je suis très content de cette émission, je suis très content que nous ayons tous partagé tout ça, on a tous bien parlé, je trouve, et je vous remercie grandement. Et il me reste plus qu'aussi à vous souhaiter une très bonne soirée à tous, et très vivement pour la prochaine, qui sera un peu exceptionnelle, parce que le prochain Cinésphère au-delà de 3 films sera une rétrospective. On ne vous dit pas sur quoi, mais ce sera une rétrospective de films. Voilà, donc je vous souhaite à tous une très bonne soirée et à très bientôt. Bye tout le monde. Ciao, à bientôt.